une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Yo! Un retour, encore une fois, Un de nos invités chouchou, des invités comme ça qu'on aime recevoir plusieurs fois, puis que toujours du matériel, toujours des bonnes discussions à avoir, parce que Jean-Martin vient toujours décortiquer l'économie, l'actualité économique dans laquelle on se trouve une fois par année, 2 ans. 2 ans à peu près, oui. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Martin est en fait économiste de profession, mais aussi ex-politicien qui a été élu pour le Parti québécois avant de quitter, fonder son propre parti, Option Nationale. Option Nationale, moi, j'étais à l'université, puis ça existait, puis ça a été vraiment une figure importante pour moi dans ma politisation, puis aussi ma flamme souverainiste. Puis je trouve que Jean-Martin est une des personnes les plus intéressantes au Québec quand il parle de souverainisme parce que, étant économiste de formation, ses arguments sont super pragmatiques, sont super basés sur le réel, puis sur le concret, sur le portefeuille. Je pense qu'on prend beaucoup de décisions dans la vie basées sur notre propre portefeuille. Est-ce que ça va nous affecter économiquement? Puis quand on parle de souveraineté avec lui, il peut nous expliquer pourquoi que peut-être que ça pourrait être avantageux économiquement, tout à fait. La souveraineté. Fait que super intéressant. Donc, évidemment, on parle du contexte économique actuel, d'inflation. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années pour qu'on se rende là? C'est-tu la faute des libéraux? C'est-tu la faute de la pandémie? C'est de la faute à qui, à quoi? Est-ce qu'on est pire au Québec qu'ailleurs? Etc. Fait que super intéressant. Aussi, les tarifs. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Y en a-tu pas? Ça nous affecte-tu? Ça nous affecte-tu pas? Qui paye pour? Qui paye pour? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Fait que conversation là-dessus. Puis évidemment, conversation autour de la souveraineté parce que récemment, on a vu dans les sondages que la souveraineté redevient à la mode. Puis lui étant un fier souverainiste, moins militant maintenant, mais quand même, on voulait avoir son apport. Sa take là-dessus. Ouais. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais là, on s'est fait une checklist, OK? Parce que la meilleure façon d'encourager le Sans Filtre podcast, et ça, depuis le début, en passant, c'est pas parce qu'on a arrêté d'en parler que c'est moins important, mais c'est d'interagir avec le podcast. Fait que là, on revient aux sources en faisant un fameux call to action. Ouais. On vous demande, honnêtement, si vous écoutez le podcast, c'est du stock gratuit qu'on fait depuis maintenant 8 ans, 7 ans? 6 ans? 6 ans et demi, 7 ans? 6-7 ans, là. 6-7 ans, gratuit à toutes les fois, puis ça va le demeurer. Puis la meilleure façon de nous encourager, c'est soit vous abonner à la chaîne YouTube ou aux chaînes Balado. Si vous nous écoutez en ce moment et que c'est pas fait, à le mettre, hein? Et aux chaînes. Et aux chaînes, et aux chaînes. Et les deux, dans le fond. Mais peu importe où est-ce que vous nous écoutez en ce moment, ça va vous prendre littéralement 10 secondes de regarder si vous êtes abonné à la chaîne, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, peu importe, et cliquez sur abonner. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et ensuite, tu peux pas cliquer sur une petite cloche qui, en plus de... Sur YouTube, tu peux faire une cloche qui te donne une notification si on sort un podcast. Peut-être que c'est invasif, mais si vous voulez vraiment manquer aucun podcast, assurez-vous de cliquer là-dessus. Vous en manquerez jamais. Et aussi, interagir dans les commentaires, ça, pour l'algorithme, c'est le best qui peut arriver. Fait que si vous écoutez sur YouTube, écrivez dans les commentaires, laissez des suggestions d'invités, donnez-nous votre impression de la conversation, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos propos, etc., etc. Fait que, on répond pas nécessairement toujours à tous les commentaires, mais on les regarde. On les lit presque toutes. Puis ça nous informe aussi sur le sujet dont on parle. Ça nous fait évoluer dans notre réflexion, ça nous fait continuer la réflexion. Fait que si vous avez quelque chose à ajouter, à apporter à la conversation, je pense que c'est vraiment bienvenu et même important pour nous de commenter, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, en dessous des extraits, tout ça. On veut avoir votre input, on aime ça sentir qu'il y a un échange avec vous autres. Tout à fait. Fait que sans plus attendre, merci beaucoup et bon podcast. Bonne écoute. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast.
Tout roule? Tout roule. On est parti. Merci beaucoup d'être là. Le retour. Plaisir. Merci de l'invitation. C'est la première ou troisième fois? Excuse-moi, troisième c'est pas la fois, première, ouais. définitivement, c'est la troisième. Deuxième ici, je pense. L'autre, on était peut-être dans l'autre studio. Oui, c'est ça. Tu as dû connaître tous les studios, d'après moi, parce qu'on avait au début un local juste l'autre bord du couloir ici. Ouais. Ensuite, nos studios l'autre côté. Puis là, on a notre nouveau local ici, mais on a encore nos studios. Je pense que oui. C'est ça, t'as fait les 3 fois. C'est ça, 3 époques. 3 époques différentes. Comment ça va? Ça va très bien, vous deux? Ça va bien. Ça va très bien, ça va très bien. Ouais. Tu réussis-tu à rester sain dans le monde dans lequel on vit? J'ai toujours mal mangé, mais ça se poursuit. Sain d'esprit, c'est sain d'esprit, j'essaie. Ouais. J'essaie de penser à autre chose des fois. Ouais. En plus, toi, tu me disais, tu sais, tu vas souvent aux États-Unis pour le travail. Oui. C'est quoi l'ambiance en ce moment aux États-Unis? C'est quoi... Je dirais que ça a juste peut-être exacerbé ceux qui pensaient déjà comme ça. Là. Moi, je pense que Trump n'a rien inventé. Là. C'est un résultat de ce qui se passait et non l'inverse. C'est pas lui qui a créé la situation. Je pense qu'il y en a un symptôme. Donc, je pense qu'il y a juste des gens qui se sentent un peu plus libres de dire ce qu'ils pensent maintenant. Mm-hmm. Parce que quand le président dit ça, tu te sens... Maintenant que l'influenceur en chef dit des affaires qu'on est surpris d'entendre, les gens sont plus gênés du tout de dire ce qu'ils pensent. Là. C'est peut-être juste un peu plus évident, mais à mon avis, la fracture était déjà là. Ouais. C'est dû à quoi, tu penses? Mécontentement avec le modèle, je pense. Le modèle dans lequel on est, là, de tout le temps courir après plus, puis consommation, puis surconsommation, je pense que ça mène à des choses moins que belles pour l'humanité en général. Ouais. Puis je pense que Trump vient vraiment mettre un bon élan à la roue de ce modèle-là. Là. Il est retourné dans le drill, baby drill, puis toutes ces choses-là, qu'on pensait peut-être d'une autre époque, là, mais on recule un peu. Ouais, puis tu sais, c'est un peu la philosophie, c'est vraiment en fait la philosophie américaine de comme si tu travailles fort, tu peux réussir, puis accumuler de la richesse, puis make it, puis genre, d'un, c'est une fausse promesse, là, parce que c'est... Il y a une limite à ça, en fait. Ouais. Moi, je travaille fort et réussi, je suis pour ça, mais en respectant certaines limites, certaines contraintes naturelles, certaines contraintes sociales et collectives. Mais quand tu regardes les États-Unis, je veux dire, c'est un des pays qui a les plus grands écarts de richesse. Les gens qui naissent pauvres, la plupart restent pauvres. Là, oui, la mobilité sociale est de plus en plus limitée, alors que le rêve américain, c'était ça. Tu pouvais naître dans un petit quartier complètement défavorisé puis finir président de ta compagnie que tu avais créée. Là. C'est de moins en moins vrai. Il y a des grandes barrières. Puis l'économie libre, en fait, c'est pas l'économie des États-Unis. Le modèle économique, il y a une libre concurrence, puis une saine concurrence, puis le meilleur va gagner. Là. Il y a beaucoup d'institutions qui ont été faites en sorte de protéger ceux qui sont déjà là. Puis eux influencent les institutions qui les protègent dans leur droit d'être un monopole ou un élément contrôlant de son secteur d'activité. Là. Fait que la concurrence libre est parfaite en économie qu'on apprend, ça n'existe pas. Ça Ça n'a jamais existé? Pas vraiment, non. Parce que quand une compagnie est vraiment dominante dans son domaine, elle a quand même plus de facilité à influencer. Je ne dis pas acheter un gouvernement, mais influencer par des lobbies divers là, qui vont finir par convaincre un gouvernement ou un autre que c'est une bonne idée de garder telle chasse gardée pour cette compagnie-là. Donc, c'est très difficile de concurrencer avec les joueurs dominants. Puis on le voit surtout dans les technologies. Mm-hmm. Dès qu'il y a quelque chose qui sort d'intelligent, il se fait acquérir par le gros. Et ça fait que le gros reste le plus gros, puis il grossit encore. Il grossit à une vitesse exponentielle. Une vitesse malsaine même. Il y a des compagnies qui sont plus grosses que la plupart des pays de la Terre maintenant. Là, ça n'a pas de sens. Nvidia va bientôt avoir 4 000 milliards de valeur, 4 000 milliards US en valeur boursière. Ouais. C'est plus gros que l'économie de la plupart des pays du monde, ça, pour une compagnie. C'est fou, c'est ça. Ouais, c'est ça. La puissance que les gens à la tête de ces compagnies-là viennent, aussi influents, aussi non plus influents que des présidents de oui, c'est énorme. Puis surtout, leur capacité souvent de s'extraire de certaines obligations fiscales, mettons. Là, quand tu déplaces tes revenus d'un pays à l'autre, puis il y a un pays qui est un peu plus complaisant à côté fiscal, ça coûte moins cher, puis c'est le fun, mais les hôpitaux, puis les routes, puis les écoles, il faut les payer avec des impôts. Donc, c'est pas très productif socialement. Là. Non. On se sent quand même... un peu sans ressources et sans réel impact, en fait, quand on fait face à ça. Tu parles d'évitement fiscal de ces compagnies-là. Nous, on est là, puis on calcule nos scènes, puis on paye tous nos impôts. Puis si on les paye pas, on se le fait dire vite. Puis, tu sais, il y a comme la chasse au monde qui puis je dis pas de déduire toutes vos factures limites, là, mais la chasse au monde qui déduisent l'essence à 100% alors que ce serait à 85% qu'il faut qu'ils le fassent, alors qu'il y a des compagnies qui font juste de l'évitement fiscal énorme, qui font juste pas redonner leur part juste, puis
Puis ou des compagnies comme Amazon, qu'on a déjà parlé ici sur le podcast, qui font juste quitter quand ça fait pas leur affaire parce qu'ils ont tellement le gros bout du bâton. On dirait que un petit peu du même point de vue que le point de vue environnemental, c'est dur de pas être cynique par rapport à ces choses-là quand nous, on se fait dire qu'il faut faire notre part, mais qu'au final, notre part est tellement marginale dans la grande échelle de la planète. C'est sûr que dans l'échelle globale de ce qu'il faut faire environnementalement parlant, nos efforts de recyclage puis d'imprimer recto verso, ça pèse pas lourd contre une entreprise qui peut émettre des millions de tonnes C'est quand même tannant de faire... Tu sais, je veux dire, pas tannant, mais c'est un effort de plus de composter, par exemple. Pour moi, là. Puis là, il faut que tu gères avec le compost, puis ça pue, puis c'est tannant, puis comme... Alors que mon compost, c'est quoi l'impact de mon compost? En fait, si tout le monde faisait ce qu'il faut, ce serait parfait, là. Ça deviendrait un réflexe. Mais ouais, c'est sûr que... Puis il y a des politiciens aussi qui changent de valeur assez vite. Ouais. C'est M. Carney, là. J'aime bien ses compétences économiques et tout, mais c'est quand il était en finance, c'était le champion de l'environnement puis de la protection de l'environnement pour la finance. Là, il est élu. La première chose qu'il fait, plus de taxes carbone pour bâtir un pipeline. En fait, il s'est fait élire pratiquement avec ça, là, en voulant se distinguer au maximum de Justin Trudeau parce qu'il était très impopulaire. Il allait chercher une partie de l'autre spectre aussi là, pour couper l'herbe sous le pied de M. Poilievre. Mais c'est ça, il y a eu un déverdissement assez rapide de M. Carney. Ultra rapide. Mais le Canada est un pétro-État, il ne faut pas oublier ça. C'est un pétro-État, le Canada. L'industrie essentielle ici, ou primordiale, c'est le sable bitumineux de l'Alberta. Fait que il est réaliste. C'est vraiment l'enjeu qu'on a complètement évacué de la dernière campagne électorale de l'environnement. On n'a pas parlé du tout. Clairement, quand les gens... La grande perdante. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis clairement, j'imagine quand le portefeuille va pas, l'environnement passe en second plan, là, clairement. C'est-à-dire que l'environnement détermine, ou l'envers de l'environnement, le pétrole ou les énergies fossiles au Canada détermine vraiment l'économie du pays, la santé du pays. Là. Puis même... peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y a d'autres enjeux, mais à l'époque, c'était le prix du dollar, le prix du pétrole, à l'international qui faisait fluctuer la valeur du dollar canadien. Donc, vraiment, c'est notre industrie première en ce moment-là. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Dans l'ouest du Canada, pas au Québec, on n'a pas de pétrole. Si on en avait, je peux vous garantir qu'on exploiterait chaque goutte. Donc, les Québécois, on a beau rôle de dire « les autres sont sales, nous autres, on est propres. » Si on avait du pétrole en dessous des pieds, on voudrait le vendre comme tout le monde. D'être sale, là. On peut même pas choisir de l'être. C'est une chance qu'on a immense. On a l'hydroélectricité, puis on a d'autres... On a l'éolien, si on veut, on a le solaire, on a même l'hydrolien. On a bien de possibilités ici, la biomasse. Mais on est chanceux. Mais on peut pas faire les vertueux parce qu'on ferait la même chose, je pense. C'était quoi... parlons de Mark Carney, parce que tu l'as mentionné. Là. Toi qui es dans ce milieu-là économique, c'était quoi ton présupposé de Mark Carney avant qui gagne la course à la chefferie du Parti libéral? C'était quoi ta connaissance de cet homme-là et de ses qualités non? Je le connaissais bien parce qu'il était gouverneur de 2 banques, dont la Banque d'Angleterre, pendant que je vivais là-bas. Donc, puis c'est un superstar là-bas, Mark Carney. Là. C'était vraiment... il allait dans des concerts rock, il se faisait prendre en photo avec lui. C'était un superstar de la finance. Sa personnalité fit complètement avec ce que je viens d'entendre. Non, mais c'est... Avec Iron Maiden. Mais c'était vraiment une superstar de la finance. Puis après ça, il est allé dans un grand fonds aussi, mais à l'époque, il était encore environnementaliste. Mais bref, je le connaissais depuis longtemps. Puis ça fait longtemps, moi, que je disais à mes amis qu'il serait un jour premier ministre libéral du Canada parce qu'il était déjà connu pour avoir une certaine affinité avec ce parti-là, puis avoir des velléités politiciennes aussi, politiques. Donc, ça fait longtemps, moi, que je pensais qu'il ferait de la politique. Le contexte actuel l'a énormément aidé à faire au parfait timing. Un saut boom, puis être là d'un coup, avec le président au sud. Donc, je savais pas que ça se ferait comme ça. C'est un king dans son domaine, là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah oui, sa feuille de route est indéniable en économie puis en finance. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est si bon? C'est quoi un bon économiste? Qu'est-ce que... Ben, il y a eu un parcours assez choyé. On peut pas dire qu'il vient d'une bourgade malfamée. Puis sa femme aussi, je pense il a toujours été dans un milieu un peu relié à l'élite, là, l'argent, le pouvoir et tout ça. Donc, il y a un parcours assez favorisé, là, des grandes universités aux États-Unis, ensuite Goldman Sachs, puis Brookfield. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, c'est ça, son parcours l'a aidé à faire ce qu'il voulait, puis il y a un potentiel aussi, c'est un homme intelligent. Là. Donc, quand tout ça est combiné ensemble, ça a des bonnes chances de marcher. Donc, c'est quoi la job au quotidien d'un
C'était quoi sa job au quotidien, en fait, quand il était... Ça dépend où il était dans les banques centrales. En Dans les fait, banques ce qui l'a centrales. aidé aussi à le mettre sur la map, c'est qu'il était à la Banque centrale du Canada pendant la crise financière, puis il a largement contribué à plusieurs comités internationaux pour la stabilité financière du système, là, qui était en train de s'écrouler vraiment en 2007, 8, 9. Là. Donc, ça l'a pas mal mis sur la map. Puis ensuite, justement, la Banque d'Angleterre est venue le chercher. Il était là dans le temps du Brexit. Donc, il a vraiment passé plusieurs crises, ou entre guillemets crises, ce qui fait que ça lui donne un aura de quelqu'un qui sait régler les choses. Puis là, on va voir ce que ça va donner avec Trump, parce que Trump, c'est une crise permanente. Donc, lui, c'est vraiment de redresser justement l'économie, puis les crises, puis les... Ben, je sais pas si c'était ça son objectif de vie, mais il s'est adonné à être des endroits où il était mis de l'avant par une crise, justement. Puis il est bien fait dans les deux cas, là, en Angleterre. C'est ça, il a bien au fait, Canada. dans le fond, c'est surtout ça la question. En fait, oui, c'est ça. Parce que moi, je pourrais être au sommet d'une banque pendant une crise, puis on dira qu'il était là pendant la crise, mais je suis pas sûr que je vais avoir contribué à ça. On ne le saura jamais. Tu aurais peut-être mieux fait que lui. On ne le saura jamais. Mais c'est ça, il a bien fait. Puis c'est dur de dire si quelqu'un aurait fait mieux ou non, parce que c'est lui qui était là. Mais je pense qu'on ne peut pas le blâmer sur ce qu'il a fait dans son parcours. Il y a eu le petit hic des fonds dans les paradis fiscaux. Là. Ça, c'était peut-être une petite tâche qu'il aurait voulu ne pas savoir. Dans le fond, ça, pour expliquer, c'est quoi? Dans le fond, c'est que c'est pas son argent personnel nécessairement qui serait dans des... Fait que c'est des fonds que lui... La structure du fonds était enregistrée dans une législation de complaisance, là, dans un paradis fiscal, finalement. Ce qui fait que ceux qui veulent ne pas payer leurs impôts peuvent... Avec ça facilite le fait de ne pas vouloir payer d'impôts. Ceci dit, il y a beaucoup des investisseurs qui sont dans un pays comme le Canada ou d'autres qui a des traités fiscaux qui font que ceux qui sont honnêtes là-dedans, ils payent leurs impôts en bout de ligne. Ouais. Mais ceux qui veulent éviter l'impôt, ces législations de complaisance-là, ces paradis fiscaux-là, facilitent la tâche grandement. Sinon, ça n'existerait pas. C'est ceux qui disent qu'ils sont enregistrés au Caïman ou à Jersey, mais que c'est pas pour la raison fiscale. Non, c'est pour les raisons fiscales. Sinon, ça n'existerait pas. C'est pas pour rien que ces pays-là mettent un taux d'impôt, des fois de 0, des fois de 5. Donc, c'est vraiment pour attirer des capitaux de gens qui, peut-être, sont mal intentionnés du côté fiscal. Là. Donc, pas tout le monde, mais ceux qui le sont, c'est là qu'ils vont. Ouais. Moi, quand cette histoire-là est sortie, peut-être que parce que je suis juste pas bien informé dans ce champ d'affaires-là, mais ça m'apparaissait comme un plus gros dossier que ce que finalement a jailli au plein jour. Là. On dirait que ça a comme été... Ça a sorti pendant la campagne, puis en 24 heures, c'était terminé cette histoire-là. Puis moi, dans ma tête, c'est quand même... Il me semble qu'on devrait se poser une sérieuse question là, par rapport à ça. C'est sûr que ce serait le fun que tous les chefs d'État veuillent que tout le monde paie leurs impôts. Donc, moi, je trouve qu'on ne devrait pas favoriser l'utilisation de ces endroits-là. Là. Ils vont exister tant que les États vont accepter que ça existe. Puis, tu sais, le Canada, là, il y a des déficits, les États-Unis ont des déficits, la France a des déficits, l'Angleterre a des déficits. À un moment donné, quand ils vont se tanner d'avoir des déficits, ils vont peut-être vouloir que tout le monde paye leurs impôts. Puis, il y a de plus en plus, par contre, de listes noires. Il y a des États qui refusent maintenant de faire affaire avec les paradis fiscaux pour justement empêcher que ça se perpétue. Mais c'est long. C'est un gros processus très long. Il y a eu l'idée aussi d'une taxe minimale de 15 % mondialement, là, que plein de pays ensemble ont voulu mettre en place. Les États-Unis sont contre, évidemment. Mais une taxe minimale de 15 % sur toutes les sociétés internationales pour au moins aller chercher une partie des impôts qui devraient irait dans un fonds comme redistribué. En fait, dans les pays où ils sont, un peu partout. Je pense pas qu'il y avait un fonds de type philanthropique là-dedans. Là. C'était vraiment le côté fiscal pour les finances des États un peu partout, qu'il y a une taxe minimale payée par tout le monde, parce que sinon, il y a une injustice flagrante là-dedans. Oui. Puis, Mark Carney qui a fait sa campagne sur le coût de la vie. Puis, moi, je suis curieux de t'entendre sur le coût de la vie, sur l'inflation, puis sur la situation économique actuelle. Là. Qu'est-ce qui a mené vers... Parce que là, on en parlait ce matin avec une publication d'Olivier Primo, d'ailleurs, qui devient un porte-parole, commentateur politique expérimenté. Mais tout coûte vraiment plus cher, puis de façon exponentielle au courant des dernières années. Là, je pense que c'est immanquable pour n'importe qui achète des choses, là, n'importe qui a son propre portefeuille, qui achète des biens, la bouffe, l'essence, whatever. Qu'est-ce qui a causé ça? Puis comment on s'en sort? Fait que commençons par la première partie de la question. Pourquoi est-ce que dans les dernières années, il y a eu cette accélération-là
massive du coût de la vie. Mais il y a bien des gens qui pensaient que l'inflation, c'était fini, hein, parce que pendant plusieurs années, c'était 1-2 % un petit peu plus des fois, puis c'était très bien maîtrisé par les banques centrales. Pré-pandémie, ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je pense que le choc, effectivement, c'est la pandémie, parce que ça a bouleversé toutes les chaînes de valeur partout dans le monde. Tu sais, à peu près tous les produits utilisent des choses qui viennent d'ailleurs. Ouais. Puis quand on a stoppé les économies, ça crée tout de suite un bouleversement dans les chaînes d'approvisionnement, dans les chaînes de valeur. Et là, les prix ont vraiment jumpé. Et on dirait qu'on a de la misère à se défaire de ce cycle-là. Évidemment, on était à 8-9 %, on est rebaissé à 2 %, là. Mais les banques centrales sont beaucoup plus prudentes maintenant à regarder les chiffres avant de baisser trop les taux parce que ça recrée de l'inflation. Ouais. Donc, ceux qui pensaient que l'inflation était une chose du passé puis qui n'en avaient jamais vu de leur vivant professionnel, disons, parce que ça faisait trop longtemps, bien là, ils ont eu le retour d'inflation. Puis ça existe encore, l'inflation. Donc, dès qu'il y a un bouleversement dans une chaîne de valeur ou dans une rareté ou une tempête quelque part qui crée de la rareté ou une difficulté de faire la même production, l'inflation a tendance à se repointer. Ou des tarifs, par exemple, imposés. Bien, des tarifs aussi. Il y a eu d'autres événements après la pandémie. Là, l'aspect pandémique, disons que les chaînes un peu partout sont reparties là, dans le monde. Mais après ça est venu Trump, justement. Puis quand il y a une guerre en Europe, quand la Russie a envahi l'Ukraine, évidemment que le prix de l'énergie, ça a une grande influence. Puis là, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça a une influence sur le prix du baril aussi. Puis vous savez que quand le baril monte un petit peu, l'essence à pompe monte tout de suite. Quand le baril baisse, l'essence ne baisse pas tant que ça. Pas aussi vite. Ça aussi, c'est une autre question. Mais c'est ça, il y a plein de facteurs peut-être plus ponctuels qui ont collaboré ou qui ont contribué à faire beaucoup de choses en peu de temps. Oui. Parce que là, moi, j'ai l'impression, tu sais, quand des fois, je parlais à mon grand-père, puis il me racontait que lui, il allait au cinéma, puis ça coûtait 10 cents rentrer au cinéma. Puis moi, je me souviens des chips à 5 cents. C'est ça. Ben là, moi, je me sens... 5 cents. Moi, je me sens comme ça maintenant. Comme on dirait que moi, j'ai beaucoup de souvenirs de trucs vraiment quasiment la moitié de ce que je paye maintenant pour la même chose, tu sais. Moi, je me souviens de dépanneur des bonbons à 1 cent. Oui, c'est ça. Mais l'annonce, là, 12 pouces, 5 Ouais. 12 pouces chez Subway, il est à 12,95 le moins cher. 12 pouces que tu vas acheter. Oui, c'est ça. Puis justement, les aliments ont été un des principaux fuels, disons, de l'inflation pendant la crise inflationniste, là. Donc, il y a eu trop de... Depuis la pandémie, il y a eu trop de facteurs qui ont fait que les prix ne pouvaient pas rester comme ils étaient. Ouais. Puis l'inflation, es-tu généralisée? Es-tu mondiale ou es-tu pire au Canada? Es-tu pire en Amérique du Nord? C'est comment? Non, maintenant, elle est assez maîtrisée là, dans des pays avancés comme le nôtre, si on veut se comparer. Mais pendant la pandémie, il y a eu de l'inflation partout. Là. Il y a eu des 1000 % dans certains pays un peu moins avancés que nous. Là. Ouais. Les pays où les systèmes économiques sont moins bien gradés. Là. Ça, 1000 % c'est l'économie qui s'écroule complètement. Oui, c'est la pauvreté absolue. Puis ça touche tout le temps ceux aussi qui sont déjà les plus pauvres. C'est affreux. Puis quand c'est l'alimentation qui est touchée, tu peux pas te dire, je vais couper là-dessus, il faut manger à un moment donné. Ouais. Si c'est le prix des voitures, c'est vraiment plate, mais à un moment donné, tu peux survivre. Mais quand c'est ta pomme qui te coûte 8 fois plus cher, c'est moins drôle. Ouais. Puis, fait que il n'y aura pas de retour en arrière, j'imagine, sur le coût de la vie. Tu sais, le 12 pouces à 12,95, il ne reviendra pas à 8 piastres. À moins d'un spécial ponctuel. Oui, à moins d'un spécial de temps en temps. Non, mais une fois que ça monte, ça ne redescend plus. Là. Ben, c'est rare que les prix descendent. Ça s'appelle de la déflation. Puis c'est pas mieux, en fait, pour les économies parce que ça arrête à peu près tout. Il n'y a plus personne qui lance de projet. Mais les salaires, on ne pas suivi. Là. Ce qu'il faut, c'est que les salaires, maintenant, se mettent à augmenter pour rattraper ça. Puis au Québec, est-ce qu'ils ont suivi ou... Bien, au Québec, quand on se compare au reste de la planète, là, on a le cul bordé de nouilles, comme disent les Français. Là, on est vraiment chanceux de vivre ici. Quand on regarde comment ça a déjà été ou ce qu'on voudrait que ce soit, des fois, on peut se dire c'est plate, mais si on se compare ailleurs dans le monde, on est vraiment chanceux de vivre ici. Là. On est bien ici, ça n'a pas de sens. Ouais. Ah ouais. Il n'y a pas de comparaison. C'est drôle parce que c'est pas c'est pas la gronde qu'on entend. Là, non, mais c'est partout pareil, par contre. Hein? Vous avez sûrement déjà voyagé, puis moi, j'ai vécu 7 ans à l'extérieur du Québec. C'est les mêmes chiolages partout. Surtout à Londres, surtout en Angleterre, ils nous ressemblent, je pense, sur cette attitude-là plus cynique. Oui, puis ils chialent sur les écoles, ils chialent sur le système de santé. Le NHS, là-bas, c'est l'équivalent de notre système de santé publique ici. Ils chialent sur toutes les mêmes affaires que nous. On a les mêmes problèmes qu'ailleurs. Ouais. Mais je trouve que en général, on est vraiment chanceux d'être ici. Tout compte fait. Là, Puis, selon toi, est-ce que les politiques libérales de Justin Trudeau, là, qui étaient quand même assez de gauche au final, là, qui avaient quand même des programmes, beaucoup de programmes sociaux, beaucoup de dépenses, ça a contribué
accélérer ou de rendre l'inflation pire qu'elle aurait pu être? Ou, Je vais parler en économiste. Toute chose étant égale par ailleurs, c'est sûr que si le gouvernement injecte plus d'argent dans le système, il va y avoir plus d'inflation, sauf que l'inflation a été plus élevée aux États-Unis, puis c'était pas à cause des programmes sociaux similaires. Là. Donc, oui, quand le gouvernement est très généreux, ça peut favoriser une inflation, mais elle a quand même été plus contrôlée ici que bien des endroits dans le monde. Donc, c'est pas ça qui a créé l'inflation. C'est plus les crises externes, là, comme la pandémie, puis ensuite les tarifs, puis ensuite la guerre en Europe pour l'énergie, etc. Donc, mais, tu sais, M. Trudeau, il a été élu avec la promesse de faire des déficits. Donc, finalement, il a fait ce qu'il disait. C'est ce qu'il a fait. Il avait promis. Il a très bien réussi. Ouais. Mais c'est ça, il avait été élu pendant la campagne. Il disait, oui, on va en faire des déficits. Puis je pense que ça a parlé à bien des gens qui en arrachaient un peu. C'est sûr que c'est pas raisonnable de faire des déficits ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut prendre le contrôle des finances publiques parce que c'est comme n'importe quoi. La faillite va se pointer. Mais c'est ça. Il n'y avait pas de surprise à y avoir dans ce qu'il faisait. Il a dit qu'il le ferait. C'était un choix. Ouais. Mais il semble avoir été quand même le bouc émissaire de la crise du coût de la vie. Là. Tu sais, je pense que ça a été... Ça, c'était payant pour les autres de le dire. Là, je ne veux pas défendre un gouvernement ou l'autre, là, mais disons que pendant la pandémie, de toute façon, les déficits qu'on a eus ici étaient comparables à ailleurs. Là. Aux États-Unis aussi, ils ont fait des déficits absolument affreux. Tous les gouvernements ont injecté des milliers de milliards dans l'économie parce qu'on l'avait volontairement arrêté pour combattre la pandémie. Puis ensuite, on l'a volontairement restimulé avec des milliers de milliards de versements de PCU et autres, là, partout dans le monde. Donc, il a fait ce que n'importe quel autre gouvernement aurait fait. C'est évidemment que l'opposition a beau jeu ensuite de dire « t'es trop dépensier », mais pendant la pandémie, il n'y a personne qui aurait fait autrement. Ceci dit, en dehors de la pandémie, c'est vrai que c'est un gouvernement qui est pas réputé pour avoir eu le meilleur contrôle des finances publiques, mettons, là, parce que les déficits étaient assez substantiels. On va voir ce que M. Carney pourra faire de ça, mais puis c'est la même chose aux États-Unis. Là. Trump accuse Biden d'avoir fait des déficits, mais les déficits de Trump vont être spectaculaires aussi. Puis aux États-Unis, chose étrange, les gouvernements plus conservateurs ont souvent eu les pires déficits, alors que c'est censé être les plus prudents fiscalement. À l'époque de Reagan, par exemple, ou des Bush, il y a eu des gros déficits pour un gouvernement qui se disait fiscalement responsable. Là, il était pire que les démocrates. Donc, finalement, le contrôle des finances publiques a souvent plus de lien avec ce qui se passe dans le moment actuel qu'avec l'idéologie des partis. Parce qu'on se dirait... Normalement, on devrait se dire que les partis de droite vont avoir des moins gros déficits, mais c'est pas le cas du tout. Au Canada aussi, ou... Au Canada aussi. Au Québec, on n'a pas vraiment d'extrême droite puis d'extrême gauche au pouvoir, là, mais à une certaine époque, le PQ était vu comme centre-gauche puis les libéraux centre-droite. Puis M. Charest a eu les déficits records, là, toute chose... dans le contexte relatif, là, l'époque Charest, je pense que la moitié de la dette du Québec à l'époque provenait de ses mandats à lui. C'était énorme. Puis c'était un gouvernement qui était vu un petit peu plus centre-droite que le PQ aurait été centre-gauche. Donc, le Québec n'a pas fait exception à ça. Son grand programme d'infrastructure, là, ça a coûté cher. Puis j'ai écouté un matin, justement, juste pour faire une mini parenthèse sur Jean Charest, j'ai écouté un matin une vidéo, une entrevue qu'il a faite à Radio-Canada hier, puis je me passais la réflexion de mon souvenir de Jean Charest à une époque où est-ce que je suivais très peu la politique, c'est qu'il n'a pas quitté dans la gloire et au sommet de sa popularité, là, tu sais, puis là, on dirait que je trouvais ça drôle ce matin qu'ils reviennent en tant que analyste politique et conseiller des relations internationales. J'étais comment, mais j'imagine qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris sur comment sa carrière s'est terminée. Il y a une rédemption dans les dernières années. Là. Tout d'un coup, il s'en va, tout le monde en parle, puis il fait des jokes avec Chantal Hébert. Mais moi, je vais faire une confidence entre nous trois. Il est vraiment... Il n'y a personne d'autre qui écoute. Mais en personne, là, il est charmant, M. Charest. J'imagine. Il y a un humour puis il y a une répartie incroyable. Oui, c'est un gars super intelligent. C'est super le fun d'être dans sa compagnie. Puis moi, quand je l'entends faire des commentaires en ce moment, je l'écoute attentivement. Je le trouve excellent. Puis il connaît son affaire. Il était une période politique au Québec où il y avait beaucoup de soupçons, puis d'allégations, puis une commission d'enquête et tout ça. Ça, c'est vrai. Puis c'est bien plate. Mais autrement, c'est un gars qui est intéressant à écouter. Là. Il a quand même une bonne expérience de bien des choses. Mais j'avais pas son retour médiatique sur ma carte de bingo, mettons. Je pensais pas que j'allais le revoir tant que ça. Là, il y avait pandémie, puis retour de Jean Charest. Comme Philippe Couillard, mettons, je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais revoir Philippe Couillard. Là, peut-être que je vais le croiser au Lac-Saint-Jean. Un peu moins funny, par exemple. C'est pas le même genre de personnalité. C'est vraiment pas le même genre. Non, mais j'allais revenir. Tu sais, tantôt, PH a fait un clin d'œil. On a parlé ce matin, puis on trouvait ça drôle. Une publication de... Tu connais Olivier Primo? Qui prend en photo
un paquet de steaks, tu sais. Il y a comme 5 gros steaks là-dedans. Puis c'est comme... Une famille complète peut manger avec ça. C'est vraiment 5 gros steaks, là. Puis le prix, c'est 104 $, tu sais. C'est cher, c'est très cher. C'est son déjeuner, ça? J'achèterais pas... non, mais j'achèterais pas un paquet de steaks à 105 $, tu sais. Puis là, le but de son post, c'est de dire c'est ben trop cher, maudits libéraux, c'est de leur faute, tu sais. Puis c'est comme... Ça m'apparaît comme un raccourci intellectuel de voir quelque chose de cher, puis blâmer systématiquement le parti qui est au pouvoir pour la chose chère que tu vois dans un magasin. Tu sais. Alors, vous aurez juste à regarder quelle circonscription il veut prendre Olivier la prochaine. Puis, c'est ça. Exactement. Mais, la circonscription où est-ce qu'il y a le plus de producteurs de bœuf. Mais dans l'inflation, il y a eu un grand facteur mondial. Il y a bien des choses on n'y pouvait rien, quelles que soient les politiques publiques en place, à part de subventionner le monde pour que ça leur coûte moins cher. Mais l'inflation vient souvent de facteurs externes à ce qu'un gouvernement fait. C'est surtout depuis que l'économie est tellement mondialisée puis tellement imbriquée avec les autres pays. Dès qu'un fournisseur d'un des intrants dans le produit monte son prix, il n'y a pas de choix de monter le prix ici après ou de prendre les pertes pour l'entreprise qui, elle, ne veut pas trop avoir de pertes parce qu'à un moment donné, il y a un prix d'action. Puis c'est dans le gros modèle, tout ça. Oui, puis il faut que ce soit rentable. Ouais. Puis il faut que l'actionnaire ait aussi son rendement. Donc, c'est ça le gros modèle qui fait que c'est rendu difficile maintenant de décider, quand un gouvernement en place, décider comment ça va se passer chez vous. Il y a évidemment qu'il y a une certaine marge là, que tu peux le faire, mais le reste, il y a beaucoup trop de facteurs externes qui font que tu subis. En fait. Mais ça fait que dans des périodes comme ça, c'est le gouvernement en place qui ramasse la marde tout le temps, là, qui ramasse la grogne publique. Puis comme tu disais tantôt, l'opposition a toujours le beau jeu de critiquer le gouvernement. Ah oui. Mais après ça, c'est sûr que quand tu es un gouvernement en place dans des périodes de crise, tu peux pas te permettre d'avoir un fiasco comme Nordvolt, par exemple. Tu peux pas te permettre d'avoir un fiasco comme SACLIC. Là. Tu peux pas te permettre d'avoir ces affaires-là quand le monde, ils ont de la misère à manger, tu sais. Ça paraît mal. Ça paraît mal, ça. Ou les Kings de Los Angeles. Ou les Kings, c'est ça. C'était bizarre comme décision. Même si au final, c'est pas beaucoup d'argent dans la grande échelle, c'est comme c'est le symbole. Ou le 30 000 aux députés, mettons. Même si dans l'échelle, c'est le timing qui marche mal. C'est un petit pic qui peut écœurer bien du monde quand même. C'est vrai que 5-7 millions sur l'ensemble du budget du Québec, c'est une goutte d'eau, c'est insignifiant. Mais en absolu, c'est beaucoup d'argent quand tu vois qu'une école a un toit qui coule ou quand tu vois qu'une bibliothèque va fermer. Avec 7 millions, le club des petits déjeuners, ils peuvent en nourrir des enfants. Là, énormément. Puis je sais de quoi je parle parce que j'ai contribué beaucoup à des événements pour le club des petits déjeuners. Avec 1 million, tu nourris des milliers d'enfants. On a fait un podcaston de 24 heures au studio SF où est-ce qu'on a amassé des fonds pour le club des petits déjeuners. On a amassé, je pense, 2200 $. Excellent. Mais la fille nous disait, hey, c'est genre, je pense, 40 000 ou 4 000 repas. Là. C'est 4 000 repas, ouais. C'est comme c'est 4 000 repas pour des jeunes. 4 000, concrètement, 4 000 enfants qui vont manger. Merci, mais c'était pas pour nous faire non, mais c'est vraiment bien. 7 milliards pour les Kings. 7 millions, excuse-moi, pour les Kings, concrètement, ça peut être tellement des affaires concrètes sur le terrain. Ça pouvait résoudre l'appétit de plusieurs enfants pour plusieurs années maintenant. Exact, c'est ça. Oui. Puis à l'époque, moi, c'était quand j'étais en finance, on avait fait un talent show, en fait. On avait monté un spectacle avec des gens de la finance. Donc, si on avait des collègues dans une firme ou l'autre qui jouaient de la guitare ou qui faisaient de la magie ou de la danse. Beaucoup d'artistes en finance? D'artistes amateurs, mais c'était ça le but du show. Le but du show, c'était qu'il y ait des collègues qui étaient prêts à payer 300$ le billet pour venir voir leurs collègues jouer parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient musiciens. Puis on avait ramassé beaucoup d'argent pour le club Petit Déjeuner. C'est ça, c'est les amis du monde en finance qui ont des moyens. Ben oui, puis à l'époque, j'étais couvert, moi, par des gens de Londres, de New York et tout ça, en finance. Puis je les invitais. Il y avait un violoniste chez Goldman Sachs, justement, à New York, qui était absolument virtuose. Là. Il est venu plusieurs des années. On l'a fait pendant 6 ans de temps. Puis c'était vraiment un beau spectacle, puis ça a ramassé beaucoup de sous pour le club des petits déjeuners, à peu près 1 million en 6 ans. Ouais, crime. Donc ça donnait un bon coup de main. Ben oui, j'imagine. Un talent show déjà. Un talent show en finance. C'est fou, cette histoire-là. Il y avait de tout, là. Il y avait même du baladi. Ouais. Il y avait une danseuse de baladi chez la Banque Royale, je pense. C'était un show très varié. C'est incroyable. On faisait un encan aussi avec des œuvres. Il y avait des peintres là-dedans, des peintres amateurs, mais un collègue acceptait d'acheter une toile pour un peu plus que ce que ça valait quand même. Donc c'est vraiment... Toi, t'avais joué du piano, j'imagine? Moi, j'accompagnais les chanteurs, puis je jouais du piano, puis j'animais. Ouais.
Je retourne aux questions. En fait, je voulais rester sur l'art, dans le fond, parce qu'on vient d'en parler, c'est un bon segue, je trouve. Nous, on s'est fait... On s'est fait cracher dessus, littéralement. Ça m'est jamais vraiment arrivé avant, mais on s'est fait cracher dessus par l'équipe de Moret Live à Québec, à Radio X. Ouais. Puis parce qu'on avait reçu le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, ici sur le podcast, puis on discutait du financement des artistes, puis des subventions données aux artistes, puis eux autres, évidemment, on est tombé dans... Je sais pas exactement dans quoi qu'on est tombé dans leur tal. Là. On s'est fait envoyer, puis là, ils ont passé un segment de 15 minutes à mettre des extraits de notre podcast, puis à dire à quel point on était tarés de penser que les artistes avaient besoin de subventions. Là. Moi, je suis curieux de t'entendre d'une perspective économique sur l'investissement en culture, puis les retombées économiques. Merci d'utiliser le mot investissement. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de vraiment pernicieux. Le même dollar public de gouvernement. Le même dollar public, si tu le donnes au gars qui fait l'asphalte en face, lui, c'est un entrepreneur. Ouais. Si tu le donnes à quelqu'un qui fait un diffuseur en culture, lui, c'est une subvention. Mm-hmm. C'est le même dollar. L'entrepreneur en voirie, là, sans les dollars publics, il y a 0 revenu autonome. Donc, lui, il dépend des subventions. Ouais. L'entrepreneur en culture, un diffuseur, des fois, jusqu'à 50, 60, 70 % de ses revenus proviennent de la vente de billets. C'est pas de l'argent public. Il y a un 30-40 qui vient d'argent public parce que c'est un service qui doit exister. Donc, quand le gouvernement donne de l'argent à ces diffuseurs-là, c'est pas une subvention, c'est un achat de service. Comme il fait un achat de service au gars qui fait l'asphalte ou le pont à côté. Donc, il faut arrêter d'appeler le même dollar public contrat ou subvention selon qu'il va au privé ou à la culture. Ça n'a aucun sens. Puis l'asphalte, c'est bien le fun, mais c'est toujours bien pour se rendre à la culture, comme l'asphalte. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter d'appeler ça des subventions. Puis quand le gouvernement finance un diffuseur, c'est un investissement en culture. Tout comme quand il finance une route, c'est un investissement en infrastructure. Puis ces mots-là sont extrêmement importants parce que ça en fait passer un pour un têteux de subvention, puis l'autre pour un vaillant entrepreneur. Mm-hmm. Mais tu sais, il n'y en a pas de revenu autonome, le gars qui fait l'asphalte, là. Ses revenus proviennent tous de dollars publics, mais personne ne trouve que c'est pas correct. Donc la culture, c'est essentiel à une société, autant que l'asphalte, sinon plus. Ouais. Donc il faut arrêter d'appeler ça des subventions puis de dire que c'est des gens qui sont pas rentables. Ils sont plus rentables. Si tu enlèves tous les dollars publics partout, là, la culture est plus rentable que le gars de l'asphalte. Parce qu'il y a des ventes de billets de revenus autonomes en culture. En asphalte, il n'y en a pas de revenus autonomes. Ouais. C'est tous des contrats publics. Donc, ils sont plus rentables que les autres secteurs. Puis, dans la tête des gens, c'est l'inverse. Ils sont comme pas rentables et têteux de subventions, mais c'est absolument pas ça. Là. Moi, je suis un grand fan d'argent privé et public en culture. C'est ça qui fait que la vie est le fun. Là. C'est pas les routes. J'ai rarement entendu quelqu'un dire « Moi, je m'en vais dans tel pays cette année. L'asphalte, les routes. L'asphalte là-bas, t'es carré. » Alors que la culture de Montréal attire des millions de touristes chaque année, là, les festivals, tout le reste, là, même le culinaire. C'est drôle parce que les mêmes personnes qui critiquent les subventions aux artistes, dans mon feed Instagram, célébraient le succès de Denis Villeneuve qui va maintenant réaliser le prochain James Bond. Puis tout le monde était tellement fier que Denis Villeneuve était québécois. Puis ça m'a pris une recherche de 3 minutes 30 pour voir les subventions de ses 3 premiers films. Puis la SODEC et Téléfilm Canada, qui sont des fonds publics qui ont été subventionnés. Sans ces subventions-là, jamais de la vie, Denis Villeneuve se rend à pouvoir réaliser, James Bond. Là. C'est comme ça qu'il est devenu Denis Villeneuve, c'est ça. Exact. Puis le Québec a un écosystème assez exceptionnel dans le monde. Là, Puis on est chanceux de ça, mais on a compris quelque chose. C'est pas parce qu'on est plus con que les autres ou moins intelligent. On a compris que la culture, c'est essentiel, puis on est dans un marché assez spécial entouré d'une autre langue et d'une autre culture. Donc, il y a une nécessité de faire ce qu'on a fait, mais il y a aussi un dessein, une intention d'avoir un système comme celui-là pour favoriser puis promouvoir notre culture. Puis ça crée des Denis Villeneuve, puis des Xavier Dolan, puis puis dans une certaine limite, indirectement, ça crée aussi des Céline Dion, puis tout ça, parce que la musique aussi, il y a un petit coup de pouce au départ, avant de devenir Coldplay. Là. Oui. Mais le Québec a un système, moi, que je renforcerais et non que j'éliminerais. Là, ça crée des choses que le monde entier ensuite veut entendre. Oui, exact. Ouais. C'est quand même capoté. Si jamais tu veux t'infliger un 20 minutes de pure souffrance, tu vas écouter ça parce que c'est assez incroyable. Pour vrai, tu sais... Si on avait à faire un cours sur les sophismes là, au cégep, là, en philo, là, on pourrait prendre... Toi qui as fait de la philosophie. On pourrait prendre ces 20 minutes-là, puis ils utilisent tout. Là, puis, vous devriez aller à leur émission. Ben...
Parce que c'est ce qu'on appelle les radios poubelles de Québec. Ouais. Là. Moi, j'ai remarqué quand j'étais en politique, j'en ai fait quelques-unes des entrevues, quand tu es en studio avec eux, ils sont charmants, ils sont super fins. Ah ouais. C'est quand tu es au téléphone, on dirait que c'est un petit peu plus acrimonieux puis hargneux. Mais quand tu es en studio même quand avec les eux, ils micros sont ouverts super ou sympathiques. juste hors micro, ils sont fins. Puis là, Ça dépend de l'entrevue. Des fois, quand tu pars, ils continuent l'entrevue tout seul, puis ils se font pas répondre, puis là, ils veulent gagner le débat. Mais en général, ça se passe très bien, puis quand tu pars de là, ils ont rien à... Il n'y a pas de fiel à déverser quand tu pars. Mais allez-y à son émission. Moi, je serais partant d'y aller. Si vous nous écoutez, Radio X, invitez-moi, ça va me faire plaisir d'aller parler avec eux, parce que, tu sais, en fait, c'est tous les clichés de l'artiste, justement, qui veut se faire vivre par le gouvernement, puis qui veut pas travailler, puis nanana. Puis ils commencent avec un extrait où je dis, tu sais, que j'ai vu durant les dernières années que c'était de plus en plus difficile de gagner sa vie avec la musique, ce qui est un fait. Moi, je baigne dans ce milieu-là, je le vois autour de moi. Justement, le coût de la vie a explosé, mais les budgets, les cachets pour faire un spectacle, surtout pour les musiciens, accompagnateurs, les techniciens, tu sais, tout. Tu sais, quand je parle des artistes, je parle pas juste de la vedette, la personne qu'on connaît, mais c'est tout le monde autour qui gravite. L'éclairagiste, le soundman. Tout ce monde-là qu'on a besoin pour faire un show, tu sais, ben les payes pour un show, ils ont pas augmenté. Fait que ça veut dire qu'on s'appauvrit tranquillement. Je fais juste dire ça. Puis là, ils coupent, ils font bon, encore les artistes, ça veut la grosse maison à Brossard avec le char dans l'entrée, puis nanana. Allez faire un 10 heures au Canac. Puis là, c'est comme. Allez faire un 10 heures au Canac. De quoi tu parles, tu sais? Puis c'est juste dommage parce que ça. Ils veulent pas aller faire un 10 heures au Canac, ils disent ça. T'as deux business, t'as ton affaire d'artiste, tu travailles comme musicien avec plein de monde. Tu dis pas que toi, tu manques d'argent. Là. Ouais. Genre, c'est pas toi qui manque d'argent. Premièrement, ben, la plupart, c'est ça qu'ils font. Ils travaillent aussi dans d'autres choses. Fait que finalement, ils travaillent bien plus qu'un temps plein parce qu'ils font 2 gros temps partiels ou 2 temps pleins quasiment. T'sais. Puis... Tout ça pour nourrir le Festival de Québec que les gens de Québec adorent ensuite. Là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est une fierté puis qui amène du tourisme, qui fait renier les régions. Puis tu sais, c'est juste que ça tu sais, en termes de dépenses, justement, publiques, puis d'argent gaspillé, là, l'argent en culture, c'est une fraction là, d'un... Ben oui, c'est quelques pourcentages du budget de l'État. Il y a bien des choses sur lesquelles, il y a bien des dépenses qu'on pourrait questionner ou s'insurger, comme justement des fiascos comme ça à Click qu'on disait plus tôt, genre qu'à faire comme ça, avant de taper sur le clou des artistes, mais c'est comme si eux autres ont décidé que c'était comme le bouc émissaire ou l'ennemi commun par excellence. Fait qu'on cogne ce clou-là, mais en tout cas... Allez à leur émission, vous allez les trouver très sympathiques. Ouais. J'adorerais ça. Allez-y. J'adorerais ça. Excuse-moi, j'ai fait la tangente vers cette histoire-là. Là. Ça m'a fait rire cette semaine. Je m'étais jamais fait cracher dessus par les radios poubelles. Fait que, tu sais, non, mais c'est une première. Ils nous avaient découvert qu'on avait reçu le maire Marchand. Parce qu'eux autres, ils l'aiment beaucoup. C'est leur autre... Ils nous avaient découvert. Ils nous ont découvert comme ça. Puis là, je pense qu'ils nous ont bien aimés. C'est bon parce que aussi... Ils nous ont débusqués. Ouais, exact. Dis 2 gars de Montréal. Moi, j'habite à Québec. Il habite à Québec. Je m'excuse. J'habite plus à Québec que... Je pense que Moreil habite à Lévis. Là. Je pense que j'habite plus à Québec que lui. J'ai habité à Québec toute ma vie, tu sais. En tout cas... 2 gauchistes de Montréal. C'est juste pour leur narrative Québec contre Montréal, les artistes, c'est comme tout dans leur rhétorique, là, tu sais, ce qu'ils vont... En tout cas, c'est incroyable. Ouais. Je reviens aux questions économiques. Ouais. Là, tu sais, par rapport aux tarifs Trump, tu sais, là, ça a été beaucoup dans l'actualité. Il y a des tarifs, il n'y a plus de tarifs, on remet les tarifs, on ne sait plus. Hier soir, il se retire des conversations. Ah oui. C'est quoi les dernières updates au niveau des tarifs? Puis c'est quoi qui a été implanté? Puis c'est quoi les impacts économiques que ça a ici au Canada? La première partie de la question, c'est quoi la situation exacte? La réponse, c'est who knows? Parce que ça change tous les jours avec tous les pays, selon son commentaire, selon son humeur du jour, selon la question des journalistes aussi. J'ai remarqué qu'il parle pas d'un sujet, puis qu'un journaliste, il dit, avec le Canada, comment ça va? Là, tu le vois qu'il improvise un peu, puis il dit, ça va être 25, ça va être 10, ça va être 50. Il faut juste plus lui poser de questions. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un pays, il le slame, entre autres le Canada. Donc moi, si j'étais journaliste, j'arrêterais de poser des questions. Mais sur les impacts, tu demandais aussi, ben, s'il y a des tarifs qui sont mis en place, ça va être inflationniste. Il n'y a pas de secret. Là. Ouais. Parce que où ça va créer, pas un crash peut-être, mais une descente de la bourse. Parce que quand il y a un tarif qui est là, il faut que quelqu'un le paye quelque part.
Si c'est refilé aux consommateurs, c'est de l'inflation. Si c'est refilé aux compagnies qui diminuent leurs profits, ça fait diminuer les profits futurs, donc la bourse baisse. Donc, dans les deux cas, c'est néfaste, son affaire de tarifs. Ça n'a aucun sens économique. Néfaste pour les deux côtés. Bien, pour les deux côtés, oui. Puis surtout qu'il y a des mesures de représailles. Donc, après ça, ça va de l'autre bord aussi. Mais pour les deux côtés, puis moi, je dirais que des tarifs contre le Canada, ça fait autant, sinon plus mal aux Américains. Ouais. Parce qu'on a, je sais pas C'est si eux vous qui avez payent vu les tarifs. Oui, c'est l'importateur qui paye le tarif. Mais si tu vois les derniers chiffres, là, le tourisme aux États-Unis, ça fait dur. Hein? Les Québécois se sont dit pas C'était mal. beaucoup, c'était genre 60% de moins de passages. Là. C'est énorme, la baisse de... Les gens n'aiment pas ce que Trump fait. Ouais. Puis à force de taper sur un pays, à un moment donné, il faut s'attendre à ce que le pays dise ça va faire. Un effet sur l'économie américaine ou c'est marginal? Oui, l'économie américaine a ralenti aussi, clairement. Il y a eu un effet, en fait, d'augmentation d'achat temporaire parce que les gens se disaient les tarifs commencent telle date, je vais faire des gros stocks. Ouais. Donc ça a artificiellement boosté un peu certains chiffres économiques, mais dans le trimestre qui suit, ça déprime les chiffres économiques parce qu'ils ont déjà leur inventaire. Ouais. Donc il y en a qui ont essayé de battre les tarifs de vitesse. Donc les chiffres récents, il faut attendre un trimestre ou deux pour voir c'est quoi la réalité économique. Mais c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas créés par les tarifs. Puis on va savoir à la fin de l'année un petit peu, une image un peu plus claire sur l'impact réel des tarifs. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui défendent cette position-là en disant on va ramener l'industrie aux États-Unis, on va créer une industrie plus locale où est-ce qu'on va être autosuffisant? C'est-tu réaliste à ton avis? J'imagine que non. Bien, ce que Trump oublie, c'est que les grandes compagnies mondiales, les plus grandes, sont à peu près toutes américaines, puis sont devenues grandes comme ça grâce au cheap labor dans d'autres pays et grâce à plein de choses dans d'autres pays. Donc, Trump est en train de vouloir couper le système qui a fait en sorte que la bourse américaine est devenue tellement... quand on regarde les graphiques des rendements boursiers des dernières années, là, les États-Unis se détachent clairement. On parlait même d'exceptionnalisme américain, de moins en moins là, parce qu'avec ce qu'il fait, c'est plus le cas. Mais les États-Unis ont énormément bénéficié du système de multinationales un peu partout, puis de production moins chère en Chine, puis en Malaisie, puis au Vietnam. Ils ont énormément bénéficié de ça. S'il veut tout ramener ça chez lui, il se tire aussi dans le pied parce que les boulots qu'il veut ramener, les boulots industriels, là, c'est pas l'économie à valeur ajoutée de l'avenir. Là. C'est beaucoup plus les technologies, puis le savoir, puis les services qui est l'économie du futur. Donc, s'il veut ramener les jobs qui sont pas chers en Chine aux États-Unis, qui va les vouloir? C'est ça. Qui va les vouloir à un salaire très, très déprimé parce que... Surtout s'il sort les immigrants à coup de... Ben, en plus, les gens qui accepteraient peut-être pour des raisons de situation un boulot moins bien payé que la moyenne, il est en train de leur dire « Vous n'êtes pas bienvenus ici ouais. ». Puis, tu sais, il y a eu certaines estimations. Là, le prix d'un iPhone, s'il était complètement produit aux États-Unis, il coûte plus 800$ l'iPhone. Là. Il coûte plusieurs milliers de dollars avec les coûts de production américains. Donc, il va y avoir soit un reality, un wake-up call à un moment donné de M. Trump ou de son entourage que sa politique est en train de tirer dans le pied des Américains avant toute chose. Là. Mais est-ce que tu penses... En fait, j'imagine qu'avec Trump, tu peux juste pas savoir, mais es-tu juste ignorant de ça? Parce que tous les économistes que j'ai entendu parler de ça disent sensiblement ce que tu viens de dire là. Il y a personne qui dit autre chose que ça. Fait que, est-ce que c'est lui, dans sa tête, il est dans une désillusion complète ou est-ce qu'il y a certains mérites à une théorie peut-être très alternative qui a 1% de chance de fonctionner? Bien, il s'en rapporte souvent à un autre président, il y a un siècle, qui avait été aussi assez mercantiliste, qu'on appelle, là, mettre des tarifs puis avoir l'économie toute chez soi. Mais le monde n'était pas pareil. Tu sais, l'économie mondiale est complètement intégrée. La technologie a pris une place prépondérante dans à peu près tout. Donc, ce qui s'appliquait il y a un siècle ne s'applique plus maintenant. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je ne pense pas que c'est une idée de génie qu'on va réaliser dans un livre d'histoire dans 50 ans. Là. Ouais. Je pense juste qu'il est très mal avisé. Il s'est entouré de gens qui disent exactement ce qu'il dit. Là. Personne n'ose le contester dans son entourage. Je pense que c'est assez reconnu qu'il y a un profil plutôt narcissique, plutôt caractériel. Donc, tout ce que je ne voudrais pas voir à la présidence, finalement. Oui, exact. Tout ce que tu veux voir dans la position la plus puissante au monde. Tu sais, un gars qui dit « je vais faire ça » puis qui est élu, ça, c'est la démocratie, c'est correct. Mais sa façon de faire, tu sais, vouloir rapatrier certaines industries chez soi, en soi, c'est pas blâmable, mais le faire avec un profil d'homme d'État, calmement, en parlant avec les autres, plutôt que d'arriver dans le vent avec ton tableau, avec tous les chiffres qui sortaient d'on ne sait pas où encore. Puis
justement, de mettre des tarifs sur une île où il y a juste 4 pingouins. Ouais. ça rajoute à l'absurdité du truc. Là, non, mais c'est ça. Quand on va au fond des choses, on se rend compte que M. Trump n'est pas souvent au fond des choses. Là. Il est pas mal en superficie dans ses opinions, dans son information aussi. Je ne sais pas de quelle source il s'abreuve, sans doute X puis Truth Social. Mais souvent, il dit des choses qui sont juste pas vraies. Qui sont juste tout simplement pas vraies. Puis il a trié les journalistes qui peuvent le questionner. Les fatigants sont plus là. Fait que là, c'est une espèce de chambre d'écho où il dit quelque chose, personne ne le conteste. Ça mène à rien de beau, tout ça. J'ai hâte que les 4 ans passent. En espérant que ça passe, que ça finisse par passer. Mais les tarifs, en ce moment, il y en a qui sont en vigueur. Ou il y en a pas. Oui, il y a des tarifs... Sur quoi, c'est pas les... surtout l'aluminium et l'acier, là. Ça semble être sa hantise. Puis là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec la nouvelle d'hier. Là. Il va peut-être remettre 50 % de tarifs sur tout aujourd'hui. Hier, parce qu'il y a une loi qui a été votée il y a un bon bout de temps au Canada sur la taxe numérique, là, sur les services numériques, qui a été votée il y a un bon bout de temps. S'il lisait les journaux, peut-être qu'il le saurait. Mais ça rentre en application bientôt. Puis le Canada a confirmé que ce serait ça. Puis là, dans son tweet hier, c'est « On a appris que... » T'as appris que... C'est pas une nouvelle information. Voyons. Fait que là, il est bien fâché de ça, puis il coupe toute négociation avec le Canada. Donc, on est en train de négocier une possibilité d'avoir des tarifs réduits, puis exclure tout ce qui était dans l'accord commercial et tout ça. Mais là, il vient de couper tout ça. Là. Donc, à suivre. Peut-être qu'aujourd'hui, il va sortir avec 50. Comme ça a-tu un effet direct sur la bourse? Ah ben oui, ça crée de l'incertitude. Une chose que les marchés économiques n'aiment pas, c'est l'incertitude, parce que ça arrête tous les projets. Les gens se disent, on va attendre avant d'investir là, on va attendre avant de développer telle chose, de voir comment ça va être le contexte. Donc, c'est le genre de choses qui est vraiment pas bon pour... en fait, puis même hier, la bourse américaine a mieux fait que la bourse canadienne. Entre autres, à cause de ça. Il y a plein de facteurs, mais ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé, là, que les négociations soient au stop. Parce qu'il y avait une bonne nouvelle avec la Chine hier, mais une mauvaise avec le Canada. Avec la Chine, ils s'entendent plus ou moins sur des tarifs un peu plus réduits. Donc, il est vraiment à suivre au jour le jour. Il n'y a pas d'agenda fixe, stable et de confiance avec un président comme ça. Il faut tout le temps que tu attendes de voir l'humeur du matin. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est impossible de planifier à long terme quand ça peut changer à chaque 24 heures. Son long terme, lui, c'est 3 heures. C'est difficile d'avoir un plan d'affaires. Toi, ça doit rendre ton travail d'économiste plus chaotique parce que c'est impossible de prévoir qu'est-ce qui s'en vient. Ben, c'est plus divertissant, mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Donc, c'est sûr que il n'y a rien d'ennuyeux avec lui, là. Mais sur le plan de mener un projet industriel ou un projet financier, l'incertitude qu'il cause, c'est un des pires ennemis, là, parce qu'il n'y a personne qui sait exactement où il peut s'en aller avec son plan. Tout ce qu'on contrôlait avant, on le contrôle moins parce qu'une déclaration du président peut complètement changer le paysage économique ou même juridique, des fois, d'un projet. Il est quelque chose. Toi, Jean-Martin, c'est quoi que tu fais concrètement à ton travail? Moi, je suis en charge d'une équipe américaine de gestion de portefeuille pour des fonds de pension, des trésoreries de compagnies, des municipalités aux États-Unis. Donc, je gère les activités américaines. OK. Fait que donc, justement, c'est ça, toi, la politique américaine influence directement... Ben en fait, je te dirais que des fois, il y a plus d'impact au Canada de ce qui se passe dans la politique américaine à cause de l'incertitude. Aux États-Unis, il y a bien des secteurs où c'est business as usual, parce qu'ils sont peut-être moins touchés par certaines... Tu sais, quand il y a des annonces sur l'acier ou l'aluminium, il y a bien des secteurs qui continuent leurs petites affaires. Mais aux États-Unis, je pense que les gens sont ont plus de facilité à émettre des opinions qui regardaient pour eux avant. Parce que l'influenceur en chef, là, le président lui-même dit des choses qu'on se demande si ça a été créé par l'IA puis que c'est une joke ou si c'est vraiment lui qui l'a dit. Là. Donc, dans ce temps-là, les gens qui avaient des idées ou des propos qu'on ne veut pas entendre, qui les gardaient pour eux, sont complètement légitimés maintenant de dire tout ce qu'ils veulent. Fait que tu entends plus de déclarations... choc. Ben, pas directement moi, mais quand on regarde les médias, les journaux, là, parce que les gens avec qui je travaille, c'est pas le genre de gens qui feraient ça. Là. Qui embarquent là-dedans, Puis s'ils le pensent, ils le gardent encore pour eux. Il y a une certaine classe. Mais dans les médias, on voit que la fraction sociale est de plus en plus forte aux États-Unis. Là. Elle l'était déjà pour mener à l'élection de certains personnages. Mais là, on dirait que les gens sont complètement libres de dire ce qu'ils veulent, de faire des choses qu'on n'aurait pas vues avant aussi. Là. Moi, je crains un peu pour la paix sociale aux États-Unis. Puis, il y a des films qui sortent sur des guerres civiles et tout ça. Je pense pas qu'on va en arriver là, mais ça fait peur quand on regarde ça. Là. Puis,
l'équilibre mental d'une personne qui est sur le bord puis qui est fâchée, là, ça prend pas grand-chose des fois pour faire un déclic qui mène à quelque chose de bien laid. Ouais, vraiment. Puis j'espère vraiment qu'on n'arrivera pas là, mais... Comme le film Civil Wars, par exemple. C'est un exemple. Ça... C'est un bon film quand même, mais ça fait peur. Tu sais, c'est l'espèce de débordement d'un président qui s'accroche, qui veut pas laisser le pouvoir, qui crée une fracture dans le pays. Puis des citoyens qui se disent je vais me protéger, c'est free for all, puis toi, tu viens pas d'ici. Donc, je pense pas qu'on va en arriver là. C'est en bois, c'est du vrai bois, ça. Ouais. Mais vraiment, il y a des présidents qui apaisent les choses, quitte à être cheesy. Tu sais, Barack Obama, il était tellement cheesy dans ses discours, mais il disait la bonne chose. Il disait ce qu'on veut entendre. Calmez-vous, on va se parler. Monsieur Trump, c'est l'inverse. Lui, c'est tout le temps divisé pour renforcer sa base, puis ridiculiser, humilier les autres. Et il y a une insulte dans chacune de ses phrases, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Dont le président de la Banque centrale, là. Il l'insulte à tour de bras. Il l'appelle idiot, imbécile. C'est lui qui l'a nommé. Il s'en souvient peut-être pas, mais il l'appelle l'idiot, l'imbécile. Il veut qu'il baisse les taux, il les baisse pas parce que les chiffres montrent que l'inflation pourrait revenir, donc il fait la bonne chose. Mais Trump, lui, il veut baisser les taux pour être populaire. Donc il l'appelle l'imbécile à la Banque centrale. Dans ses discours publics, ça s'est jamais vu. Non, mais ça s'est jamais vu. On dirait un personnage de film. Ça s'est jamais vu. Puis même un film aurait un président de même, on dirait, c'est un peu poussé. Mais non, mais hein, on en parlait hier, on a reçu ici Raphaël Jacob. Oui. Puis il parlait, il a mentionné dans une phrase, pour remettre en contexte dans la période de temps, l'affaire Stormy Daniels. Oui. Puis j'ai pas pu m'empêcher de juste rire à la mention de ça parce que il disait de façon très factuelle, comme, ça c'est... Au moment de l'affaire Stormy Daniels, il y a telle affaire qui est changée, mais on est en train de parler de l'affaire Stormy Daniels. Là, c'est comme si c'était normal. Fou. C'est pas normal. C'est une absurdité totale. On parle du président des États-Unis. L'affaire Stormy Daniels, c'est fou. Là. Ouais, ben, c'est un... Il va y avoir beaucoup de films sur lui, je pense. Ouais, sûrement. Puis je sais pas si je vais vivre encore 50 ans. Là. Peut-être pas, j'ai 55. Mettons qu'il me reste 40 ans. Peut-être. J'ai hâte de voir les livres d'histoire, ce qu'ils vont raconter de cette période-là. Ça se peut pas que ce soit ça. Est-ce que tu penses que c'est une parenthèse? C'est une très laide parenthèse. Mais tu penses que ça va en être une qui va se terminer à un moment donné? Qu'on reviendrait à la normale, en guillemets. Non, je pense qu'il y a eu un changement de paradigme avec lui. Là. Il y a des choses qui ont été cassées qui vont être longues à remettre. C'est comme la confiance, là, c'est très dur facile à perdre, à obtenir, puis c'est très facile à perdre. Puis c'est encore plus difficile à réobtenir avec le doute. Donc, je pense que ce qu'il est en train de faire, puis dans son premier mandat, puis surtout dans le deuxième, ça brise des petites choses qui vont être dures à retrouver. Là. Une paix sociale aux États-Unis, une vraie paix sociale, là, où les gens sont capables de parler de politique sans s'engueuler. Ouais. Je pense que ça va prendre une petite génération. Là. Puis qu'est-ce qui va arriver après son mandat? Est-ce que c'est Vance qui va prendre la suite? Il guère mieux, Vance, là, dans ses idées? Bien, il guère mieux. Moi, je suis pas d'accord avec ses idées, donc je les trouve guère mieux. Il y en a peut-être qui trouvent ça parfait. Mais c'est pas différent de ce que Trump veut. Puis en plus, il passe un peu mieux même. Ce serait quasiment plus dangereux. Mais puis il a mis en place des juges à la Cour suprême qui sont favorables à ses idées. Puis on a vu cette semaine que ça l'a aidé. Ils l'ont autorisé à faire ce qu'il veut, finalement. Donc, ça se finit pas avec Trump, le Trumpisme. Donc, je sais pas combien de temps ça va prendre. Puis les démocrates ont l'air un peu désorganisés à reprendre du poil de la bête. On dirait que ça n'a pas de sens comme ça, désorganisés. Ils sont pas capables de reprendre l'avant de la scène avec des bonnes idées. Ils sont divisés, en fait, aussi, entre une frange plus à gauche, puis une frange plus proche de l'establishment, puis de centriste. Puis ce qui est tout à fait normal. Le parti lui-même se questionne, mais il va falloir qu'ils se remettent, les deux yeux devant un trou avant le mi-mandat qui arrive l'an prochain, puis surtout la prochaine présidentielle. Il faudrait déjà qu'ils se rallient derrière une figure importante. Puis qui, j'espère, va être dans l'équilibre pour les démocrates, parce que j'ai rien contre ceux qui sont vraiment à gauche dans le Parti démocrate, mais si c'est vraiment la super gauche contre la super droite aux prochaines, ça clive encore une fois tout le peuple. Si c'est quelqu'un d'un peu plus centriste, il ramasse la gauche, puis il ramasse l'espace entre le droite, puis l'autre au centre de la droite. Donc, c'est le calcul politique, là, puis je pense que ce serait même utile, ce serait qu'il y ait quelqu'un d'assez centriste chez les démocrates la prochaine fois, et donc quelqu'un d'extrême gauche. Mais on dirait le centre, ça pogne plus. C'est parce qu'il n'existe plus. Il n'existe plus, ou du moins, ceux qui le tiennent... Tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps les propos
polarisés, dans le fond, d'un extrême ou de l'autre, Oui. qui ont le plus de traction, qui ont le plus de partage, qui font le plus réagir. Puis l'algorithme aussi encourage ce qui fait réagir. Fait Ça, qu'on, c'est sûr. tu sais, on dirait qu'on est dans une ère que la polarisation est payante, là, dans un sens. Fait que le discours nuancé, le discours dans le milieu, le discours on dirait, il est de plus en plus dur à faire entendre. C'est vrai, ouais. Mais il faut qu'ils reviennent. Il Ouais. faut qu'ils reviennent. Puis après, je pense que c'est un bon calcul. Celui ou celle qui sera au centre, qui va avoir des idées raisonnables, Ouais. qui va pouvoir allier un petit peu des deux côtés, il y a des bonnes chances, moi, je pense. Mais aussi, tu sais, devant des propos aussi extrêmes, parce que Donald Trump, il est extrême, là, tu sais, c'est normal que la réaction soit extrême aussi. On dirait qu'un extrême nourrit l'autre, puis vice-versa, puis on fait les juste... deux gauchistes de Montréal. Ouais, deux gauchistes. Non, mais je dis pas que c'est une bonne chose. Je dis juste que à position extrême... tu sais, Mais mettons- de là l'importance de justement d'éviter ça. D'essayer Ouais. d'activement éviter ça, de dire à place d'aller à l'extrême, gardons la tête froide, puis essayons de rallier justement le plus possible de monde qui n'adhère pas à cette Ouais, vision-là. là. Mais l'essentiel aussi, c'est l'information. Il faut que les gens soient mieux informés, puis Ouais. qu'ils ne s'informent plus sur X. Ouais, c'est Ouais. ça. On ne peut pas s'informer sur X parce que tu n'as pas d'information, tu as une opinion qui est renforcée par des likes, puis une autre opinion qui dit la Ouais. même affaire. Donc, l'éducation, ça revient encore à la base. Là. L'éducation, c'est tellement ce qui fait qu'un peuple va bien. Un peuple va bien, Mhm. pardon. Mais tu sais, aussi, tu sais, Trump, c'est aussi le produit justement des chambres d'écho, de la désinformation, de Ouais. nouveaux phénomènes web qui n'existaient pas Oui. avant, puis qu'on a su tirer profit. Puis j'ai pas l'impression que ça s'en va nulle part. Tu sais, maintenant, avec l'intelligence artificielle, de plus en plus de fausses images, de Hey, c'est fausses fou. informations Les partout. dernières vidéos Ça que a j'ai pas de vues, bon là, sens. d'habitude, on voyait que la bouche était bizarre, là, Ouais. mais les derniers, c'est Ça a pas de indétectable. sens. Tu sais, là, c'est rendu presque impossible Ouais. de dire si l'image est vraie ou si une image est générée par La intelligence la artificielle. seule façon de le savoir, c'est si les propos sont vraiment déconnectés, puis ça paraît que c'est une joke. Puis qu'il y a un Genre, requin qui ouais. passe à côté. Ouais, exact. Mais sinon, ça a l'air d'une vraie reporter qui parle dans son Ah, c'est micro. phénoménal. ouais. Il y a un gars qui a fait une campagne comme si Patrick Lagacé allait se présenter comme premier ministre. Là. Parce que c'était un gars qui travaillait en intelligence artificielle, je pense qu'il se faisait inviter à l'émission du matin, Patrick Lagacé. Fait que pour le concept, il a développé cette campagne-là. Puis c'est juste du monde qui parle puis qui donne leur appui à Patrick Lagacé comme candidat au premier ministre. Ça va lui donner des idées. Puis c'était fou, là. C'était genre, t'avais l'impression vraiment que c'était une campagne. Ah ouais. Ouais. Puis Pour ils Patrick Lagacé. en ont fait un avec Céline Galipo aussi. là. C'était incroyablement similaire. Ouais, c'est dangereux. Ben oui. Parce Ben, qu'elle a c'est de la ça. crédibilité, puis là, Ben elle dit quelque chose qui n'a pas de sens, mais on dirait vraiment que c'est elle. Puis justement, tu sais, la vérité et l'information, c'est comme ce qu'on a de plus précieux pour pouvoir prendre des décisions éclairées dans la vie. Mais là, c'est Mais de c'est qui disait qu'il vaut mieux avoir de la mauvaise information que pas d'information? Vous vous souvenez pas de ça? Qui disait ça? Éric Duhem. Ah ouais, Quand il était au radio, justement. Vaut mieux avoir de la mauvaise information que Qu'il n'y ait pas d'information pantoute. Ça a roulé souvent, cette quote-là. Non, mais c'est ça. En tout cas. Mais bref, ça, c'est inquiétant quand même que je vois pas un monde où ça va. À moins que ça soit qu'on réussisse à vraiment bien encadrer, réglementer ça, puis empêcher ça. Mais la prolifération de fausses informations, puis des gens qui peuvent l'utiliser à leur avantage, c'est inquiétant. Mais il y a le contenu puis le contenant. Puis quand le contenant est possédé par des grandes entreprises Ouais. qui sont à côté de Trump puis qui l'appuient. Mais oui. Tu sais, Zuckerberg, là, il était démocrate il Il n'y a a pas changé son longtemps. fusil là. d'épaule, ça n'a pas été long. Hein? Ben, puis puis, tu sais, il y a des journaux qui étaient pas mal libéraux avant, puis Ouais. qui ont été acquis par quelqu'un de plus proche du Ouais. président qui maintenant congédie leur monde. Là. Ouais. Donc, c'est ça, quand le contenant est contrôlé Ouais. par des intérêts qui n'ont pas intérêt à ce que ce soit Ouais. ce que tu décris, c'est long à faire. Mais c'est Le ça qui est porte-à-porte, c'est long par rapport Ah, à ouais, c'est Facebook qui a joint 20 000 personnes en un C'est ça clic. qui est capoté aussi, c'est que ces plateformes-là, Facebook, X, Instagram, TikTok, ça c'est devenu presque l'Internet. Là, tu sais. Il y a beaucoup de gens, tu sais, En nombre d'heures sur Internet, là. ouais, ou tu sais, YouTube, surtout- Facebook. surtout Facebook, si je vais aller sur Internet, je vais sur Facebook, Ouais. pour mettons mes parents, c'est rendu... C'est la page d'accueil. c'est ça, Ouais, tu sais, exact. c'est Facebook. Fait que là, leur réalité du monde à travers le web est complètement à travers le prisme de ces compagnies-là, qui sont des compagnies privées. Puis je qui dirais ont des surtout au intérêts. Canada.
Ouais. Ben Parce oui, que Facebook qu'en- a arrêté de mettre des médias officiels. Ben On oui. ne peut plus mettre de liens de médias. exact. Donc là, c'est que de l'opinion. Ouais. Donc c'est encore pire que si au moins il pouvait y avoir un vrai article de la presse ou du Devoir ou du Journal de Montréal ou n'importe quel journal. Là, maintenant, c'est que de l'opinion sur Facebook. Ouais, c'est pas un modèle qui mène à grand-chose de bien, mais moi, j'ai espoir que c'est passager quand même, là, l'ambiance qui déplaît non seulement au Canada, mais au reste de la planète aussi. Là. Exact. Je dis pas que c'est le pire des pays du monde, les États-Unis, loin de là, parce qu'il y a encore bien du monde qui veulent que ça finisse le plus tôt possible, ce qui se passe là, mais moi, je pensais pas voir de mon vivant une période où le Canada aurait au sud un adversaire. Ouais. Parce qu'on n'est plus des amis, là. Formellement parlant, là, c'est pas beau ce qui se passe. Quand ils parlent de nous annexer, et de tout ça, on dirait une mauvaise comédie, vraiment. Ouais. On dirait une mauvaise comédie. Ouais. Je veux qu'on revienne un petit peu plus en proximité. Eh oui. J'aimerais ça que tu m'expliques un concept économique que j'ai de la difficulté à comprendre. On parlait... j'ai mentionné Nordvolt tantôt au passage. Là. Puis Nordvolt, c'est quand même, j'imagine, une figure de cas qui a fait beaucoup jaser, beaucoup médiatiser. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi est-ce que notre gouvernement investit des millions de dollars dans des compagnies privées. Quelle est l'utilité de faire ça? Pourquoi ces compagnies-là, qui sont des énormes compagnies multinationales, ont besoin d'argent public? Ouais. Puis pourquoi on fait ça? Mais il y a plusieurs façons de faire ça. Des fois, les gouvernements prennent une participation. Donc, si la compagnie va bien, il y a des profits qui reviennent un peu dans les coffres. Puis, il y a aussi le fait que quand on crée, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000 emplois avec un immense méga projet, c'est des revenus fiscaux par la suite en impôts sur les salaires. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gouvernements devraient aider des entreprises. Puis, quand ils misent sur des secteurs qui vont fonctionner, en général, c'est gagnant. Ouais. Là, dans ce cas-ci, M. Fitzgibbon était convaincu que la filière batterie, c'était la nouvelle Eldorado. Puis ça n'a pas exactement tourné comme il voulait, j'imagine. Ouais. Donc là, on va attendre de voir ce qui va être le résultat final, mais c'est clair que le Québec va perdre beaucoup là-dedans. Là. Ouais. Puis c'est clair aussi que les batteries vont exister. Là. La filière batterie, globalement, c'est une bonne idée. Les voitures vont être électriques entièrement bientôt. Là. Mais dans le cas de ce projet-là, évidemment, je n'étais pas au premier degré dans tous les dossiers et tout ça. Ce qui a flanché, c'est que le carnet de demande était passé rapidement au rendez-vous, j'imagine, ou la production passait rapidement au rendez-vous. Mais en général, c'est bon qu'un État veuille favoriser certaines industries, surtout quand c'est pour la transition écologique. Ouais. Donc moi, le fait de vouloir électrifier le transport, je suis plutôt pour. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde ait une voiture électrique, par exemple, parce que ça ne règle pas beaucoup le cas. C'est le transport collectif qu'il faut encourager. Ça va être la même congestion si on change toutes les autos à gaz pour une auto électrique. Tout à fait. Mais dans ce cas-ci, ça a vraiment été... Donc, c'est nécessaire de faire ça, dans le fond. Bien, nécessaire, si c'est dans les bons secteurs d'avenir, oui. Si c'est pour favoriser les sables bitumineux, moi, je ne suis pas très en faveur de ça. Là. Puis c'est beau de se dire que la transition va prendre beaucoup de temps, donc il faut du pétrole, c'est vrai. Mais investissons au moins autant dans les énergies vertes que dans le bitume en chemin. Puis le Canada, des dernières décennies, a investi beaucoup plus dans les sables bitumineux et les énergies fossiles, qui sont une source de revenus rapide et accessible, puis très profitable aussi. Là. Le pétrole albertain vaut moins cher parce qu'il est sale, puis il est plus difficile à raffiner que le pétrole de l'Arabie saoudite, disons. Là. Mais quand même, c'est une source de revenus substantielle pour le Canada, qui est un pétro-État, comme on disait tantôt. C'est une réalité. Donc, en général, c'est bon que les gouvernements veuillent favoriser un secteur ou l'autre selon leur plateforme pour laquelle ils ont été élus. Puis moi, évidemment, j'aime mieux les gouvernements qui ont un fort penchant pour la culture et pour des choses plus collectives que certains intérêts privés. Mais ça, il y aura toujours des deux. Là. Ça ne peut pas un gouvernement c'est pas un gouvernement qui dit à tous les privés, on vous donne plus une scène. Ce ne serait pas une bonne façon de faire du développement économique. Puis moi, j'aime mieux parler de développement économique que de croissance économique. Je pense que le mot croissance, il faut l'enlever du vocabulaire des économistes parce que les ressources sont limitées. On ne peut pas croître ad vitam aeternam, mais on peut faire mieux avec ce qui existe, par contre. Donc moi, j'aime mieux parler de développement économique que de croissance économique. Puis ça, encore partout dans le monde, tous les gouvernements parlent encore de croissance économique, puis de croissance. On va faire croître l'économie, puis le PIB a cru de 2 Il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Les ressources sont limitées. On peut pas croître à l'infini. Là. On utilise plus qu'une planète par année. Là. Pour vrai. La planète ne régénère pas en un an ce qu'on utilise. On est en train de spolier ce qui existe de vivant.
Puis à terme, on sait à quoi ça mène. Ouais. Donc, il va falloir à un moment donné que les élus aient ça en tête. Parce que pour l'instant, même ceux qui sont plus de gauche puis environnementalistes, une fois en place, souvent les politiques énergétiques ressemblent à ce qui était avant. Puis s'il y a du pétrole, on va l'exploiter. Puis c'est vrai qu'on a besoin de pétrole pour faire certains plastiques et tout ça. Ouais. Mais il y a moyen de tout réformer cette industrie-là. Puis en ce moment, c'est pas le cas. Là. On pense à faire un Il n'y a pas d'effort mis là-dedans en ce moment. Bien, on le voit pas. S'il y en a un, il est bien négocié discrètement parce qu'on le voit pas tellement. Parce que tous les pays qui ont accès à une ressource fossile en ce moment l'exploitent encore. Il y a même des projets de charbon qui sont mis sur pied en ce moment là, pour accélérer l'économie dans certains pays. Le charbon, il n'y a rien de plus sale que ça. Là. Ouais. Puis ceux qui ont accès à ça et qui veulent se développer vite, ils misent encore là-dessus. Donc, on est loin de ce qu'il faut faire dans l'humanité globalement pour le virage écologique en ce moment. Mm-hmm. Ouais. Encore une fois, il y a comme un recul à ce niveau-là. Les ventes de voitures électriques ont diminué, les subventions de voitures électriques ont diminué. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est comme si... c'est comme si, pour certains, c'était une mode, on l'a essayé, finalement, on n'y adhère pas trop. Oui, il y avait plusieurs facteurs, dont le prix aussi, par contre. Là, pour bien des ménages, c'est hors de prix une auto électrique. Ça n'a pas de sens. Ils vont acheter une auto usagée à essence. Ouais. Puis pour bien des gens, ils ont besoin d'une autonomie qui est... La voiture électrique coûte quasiment le salaire moyen. Ah ben, une année de salaire moyen. Le prix moyen d'une auto électrique, c'est quoi? C'est 60-70 maintenant, le prix moyen d'une électrique? C'est cher pour moi, pour une voiture, ça, 60-70 000. Là. Oui. C'est un gros investissement pour la plupart. C'est sûr que ta finance, puis là, ta finance fait qu'elle va te coûter en plus, pas mal plus cher. En plus du financement. Il y a certains pays où ils l'ont fait très rapidement. En Norvège, entre autres, là, c'est à peu près juste l'électrique qui se vend puis qui roule. Mais les maudits Norvégiens font tout. J'étais allé en Norvège, je voulais un bout, puis c'était déjà ça. Oui, mais ils font tout le temps tout mieux que tout le monde en avance avec les Danois. Ils ont tout compris, ils sont fatigants. Puis, je veux qu'on parle un petit peu d'indépendance du Québec. Le quoi? D'indépendance du Québec. Je connais pas. J'ai fait dernièrement deux gauchistes de Montréal. Je sais. J'ai fait un sondage sur mon compte Instagram suite au sondage qui avait sorti qui disait que les 18-35 c'était rendu à 48% l'appui à la souveraineté. Juste pause de seconde. Quand tu as vu ça, t'as-tu tombé en bas de ta chaise? Ça m'a un peu étonné, l'ampleur des chiffres. Ouais. Ça m'a un peu étonné. Il y a un petit renouveau de l'élan. Là. Ça, il est palpable. Ouais, puis on était proche de la Saint-Jean aussi. Ça aide tout le temps. Mais quand même, 48, ça m'a vraiment étonné. Surtout pour les jeunes. C'est un saut de 20% en un an, dans le fond. C'est surtout ça. Puis d'habitude, les jeunes, les sondages un peu plus récents étaient moins favorables que les plus vieux. Puis là, c'est l'inverse. Il y a comme un effet de... un effet de viralité autour de la souveraineté sur les réseaux sociaux, puis ça, un effet d'entraînement, puis c'est incroyable. Ce qui veut dire qu'il faut faire le référendum sur Instagram, ça c'est clair. On n'aura pas le choix. Oui ou non, c'est une publication d'Olivier Primo, oui ou non? Du moins, il va falloir utiliser les plateformes à leur plein potentiel pour... ça, c'est sûr. Ça, c'est... je peux pas imaginer que c'est pas déjà dans le plan de tous les partis politiques, pour ou contre, d'utiliser massivement les réseaux sociaux. Là. À l'époque, c'était une porte à la fois. Là. Puis maintenant, avec un post, tu peux rejoindre 100 000 personnes ou 1 million. C'est sûr qu'ils sont déjà tout ça dans le plan. Là. Je peux pas croire. Puis bref, en tout cas, j'ai fait une publication après pour essayer de comprendre, de demander au monde qui me suivait les arguments fédéralistes, dans le fond. C'est quoi les arguments qui sont contre l'indépendance du Québec de gens qui me suivent. Donc, c'est quand même des gens qui suivent un gauchiste de Montréal. Donc, il y a quand même ça. Mais, fait que c'est des enjeux. Il n'y a personne qui m'a... Il y a personne qui m'a garoché un argument MAGA là, de comme, tu sais, de genre, parce que je veux mon pick-up. Il n'y avait pas ça. Mais les deux arguments qui revenaient le plus, puis je les comprends tout à fait, ces enjeux-là, c'est la défense, parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce qu'on voit les tensions en Ukraine, parce qu'on voit les tensions avec notre principal allié jusqu'à très récemment, tu sais, puis c'est un enjeu que les gens ont beaucoup. Puis le deuxième, c'était l'enjeu économique. C'était ce que le monde me disait le plus. Puis le mot péréquation est revenu une question sur 3, là, tu sais. Ouais. À la question de l'économie et de la péréquation, je suis curieux de t'entendre sur ça. Parce que ça doit être l'argument que tu as le plus entendu. Ça doit être celui qui se fait le plus. C'est l'argument final du camp du non. Donc, je veux pas nécessairement... En fait, je te lance la question ouverte. Qu'est-ce qu'on dit à des gens qui
qui ont cette question-là, cet enjeu-là de la péréquation et la peur qu'un Québec souverain serait un Québec économiquement moins viable ou moins développé que le Canada, comme on le connaît aujourd'hui? Bien, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Factuellement, là, c'est même pas une opinion, mais quand on regarde les pays les plus prospères au monde, ils sont tous plus petits ou comparables au Québec en taille, premièrement. Donc, c'est pas la taille qui fait la prospérité par personne. Évidemment, l'économie des États-Unis est plus grande que tous les autres pays du monde, mais par personne, les pays les plus prospères, c'est justement Norvège, Danemark, Luxembourg, Liechtenstein, des petits pays comme ça, là, qui sont comparables ou plus petits que le Québec. Donc, ça ne dépend pas du tout du nombre de personnes. Parce que, puis il ne faut pas oublier qu'on est 9 millions au Québec maintenant. On est plus populeux que la majorité des pays dans le monde. Ouais. Donc, quand on dit qu'on est une petite nation, c'est plus vrai. On est une nation vraiment moyenne, puis on est plus élevé que la moyenne des pays du monde. Donc, on n'est pas la fameuse phrase de l'évêque. On est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Là. Ouais. Je ne l'ai jamais aimé, cette phrase-là, moi. Parce qu'il y a 3 doutes dedans. Il y a peut-être quelque chose comme un grand peuple. Ouais. Il y a 3 doutes. Moi, ce que j'aimais de Parizeau, c'est on y va. Il n'y a pas de doute. J'admire M. Lévesque infiniment, là, mais j'avais plus la... Une critique pour cette phrase-là. Cette phrase-là, qui est une très belle phrase, mais je la trouve trop douteuse. Ouais, c'est ça. Bref, sur l'économie, le Québec est déjà plus prospère que 90% des pays du monde. Là. Si on classe tous les pays du monde en quintiles, ça, c'est des groupes de 5, là, du plus riche au moins riche, dans tous les classements économiques imaginables, quels qu'ils soient, le Québec est dans le premier quintile, avec les pays les plus riches du monde. Et ça, c'est en contrôlant la moitié de ses outils. Parce que la moitié de nos impôts, on les envoie ailleurs pour que le Canada, dans son ensemble, décide quoi en faire. Donc, on envoie, finalement, on délègue la moitié de nos outils à quelqu'un qui décide selon ses intérêts et non les nôtres. Donc, moi, je peux juste imaginer que si tout ça, ça restait chez nous, on aurait souvent une décision différente qui ferait que c'est nos intérêts qui comptent en premier. Donc, les leviers de développement qu'on a, si on les utilisait à 100% au lieu de 50% à peu près, je pense que, encore une fois, comme économiste, toutes choses étant égales par ailleurs, on serait plus prospère. Mais l'argument de la péréquation, il revient souvent parce que quand on regarde de façon comptable, on voit qu'on a un chèque au net. Il ne faut pas oublier, par contre, que par personne, on a le chèque le plus petit, par exemple. Des provinces. Oui, qui en reçoivent. Ouais. Puis, en gros, là, la réalité au Canada, c'est ceux qui ont du pétrole contribuent, ceux qui n'ont pas de pétrole en reçoivent. Ouais. Parce que la péréquation, c'est pas un transfert du meilleur au plus poche. C'est un transfert pour essayer d'égaliser l'assiette fiscale, la capacité fiscale de chaque territoire du Canada. Et ceux qui ont du pétrole, évidemment, ont une assiette fiscale plus grande parce que c'est un produit qui est très facile à vendre. Donc, en gros, c'est Alberta, Saskatchewan, Terre-Neuve, selon les époques, là, qui contribuent à la péréquation et toutes les autres provinces en reçoivent. Même l'Ontario, jusqu'à récemment, en recevait. Et parmi toutes les provinces qui en reçoivent, le Québec a le plus petit chèque par personne, mais on est 9 millions. Dans les maritimes, c'est l'équivalent de la population de Gatineau. Là. Donc, c'est sûr que leur chèque a l'air plus petit, mais par personne, ils en reçoivent plus. Donc, on n'est pas des quêteux de péréquation. On est ceux qui en recevent le moins parmi les provinces qui en reçoivent. Mais même le fait d'en recevoir, là, c'est pas parce qu'on est moins bon et qu'on serait tellement plus pauvre si on ne l'avait plus. C'est qu'au lieu d'envoyer une partie de notre salaire, si je veux faire le comparatif à un individu, là, au lieu d'envoyer la moitié de ton salaire au voisin qui décide quoi en faire pour t'aider, tu gardes ton salaire puis tu fais tes propres choix. Moi, je pense que c'est gagnant de faire nos propres choix, mais c'est mon opinion à moi. Là, puis c'est le peuple du Québec qui va décider en bout de ligne si c'est une bonne idée ou non. Mais l'image que j'utilisais souvent à l'époque, je ne sais pas si je vous l'avais compté dans les 2 premiers podcasts qu'on a fait ensemble, mais c'est comme si tu avais un iPhone, là, puis tu voulais mettre... là, maintenant, c'est des streaming, là, mais à l'époque, il fallait acheter notre musique. Ouais. C'est comme si je te disais, tu voulais mettre 50$ de musique sur ton iPhone. C'est comme si je te disais, donne-moi ton 50$, puis je vais te fournir 55$ de musique. Mm-hmm. Ce que tu te rends compte un an après, c'est que c'est de la musique que tu n'aimes pas, ouais. Puis il y a 10$ de frais d'administration. Donc, tu te retrouves avec 45$ de musique que tu n'aimes pas trop au lieu d'avoir choisi 50$ de ta propre musique. C'est un peu ça, la péréquation. On envoie notre argent ailleurs pour qu'ils devisent des programmes, qu'ils designent des programmes qu'on n'aurait peut-être pas fait nous-mêmes. Puis ensuite, ils prétendent qu'on en reçoit plus qu'on en a donné. Mais moi, je pense que si le Québec n'avait pas... On a mis des dizaines et des dizaines de milliards dans le pétrole de l'Ouest de nos impôts. Là. Ouais. C'était quoi notre intérêt là-dedans? Pendant longtemps... Où est-ce qu'on l'aurait mis à place? Hein? Puis pendant longtemps, on ne bénéficiait pas d'une goutte de ce pétrole-là. On l'importait de l'Angola, puis de la mer du Nord, puis d'autres pays, l'Algérie. Donc, moi, je suis convaincu, puis c'est discutable, mais je suis convaincu que factuellement, si on utilisait tous nos impôts chez nous pour se développer nous-mêmes, on serait plus prospère qu'on l'est là. Mm-hmm. Ceci dit, le Québec, c'est pas le goulag, comme disait l'évêque, là.
On est béni de vivre ici. Puis c'est difficile de convaincre des gens qui vont relativement bien de faire un gros changement qui vont aller encore mieux. Ouais. En général, le changement est favorisé par les crises ou la misère, beaucoup plus que par le confort. Est-ce que tu penses qu'une des choses... Là, je réfléchis vraiment à voix haute avec les deux idées qu'on vient de parler aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que justement, l'enjeu du coût de la vie puis l'impression que les gens, ça va pas si bien que ça à l'intérieur du Canada peut contribuer à cette espèce de retour-là de l'idée de l'indépendance? Ça dépend de qui va gagner le débat. Là. Il y en a peut-être qui vont dire regardez comme ça vous coûte cher, ça va être encore plus cher si vous êtes un pays dépendant, ce qui n'est pas vrai. Là. Ouais. Mais malheureusement, dans des grands débats comme ça, c'est souvent la peur qui gagne. Ouais. Au Québec, les 2 premiers référendums, les arguments de la peur ont vraiment fait en sorte que ça passe pas. Puis dans le Brexit, c'était 2 arguments de peur aussi. D'un bord, c'était la peur des migrants, de l'autre bord, c'était la peur de la crise économique. Les 2 camps misaient sur la peur plutôt que de miser sur l'enthousiasme et ce qu'on va faire avec ça. Donc, j'espère que l'argument de la peur économique au Québec n'aura pas lieu ou n'aura pas préséance parce qu'il n'y a pas lieu d'être, cet argument-là. C'est pas vrai que le Québec n'est pas capable d'être un pays autonome, mais ça n'a aucun sens quand on regarde le reste de l'humanité. Puis, tu sais, un exemple en Europe, pas si lointain, c'est la Tchécoslovaquie qui est devenue la République tchèque et la Slovaquie. Leur croissance a été avantageusement comparable au reste de l'Europe depuis qu'ils sont 2 pays souverains. Mm-hmm. Il y en avait un qui est un peu plus riche que l'autre, mais les 2 ont cru de façon admirable par rapport à l'Europe depuis leur indépendance, alors qu'on leur prédisait une catastrophe économique. Puis j'ai pris ces 2 pays-là parce qu'il y a eu d'autres pays indépendants depuis, mais ils sont moins comparables à nous. Là. Quand on parle je sais pas, moi, de pays africains beaucoup moins avancés que nous, ou beaucoup moins développés que nous, où il y a encore des guerres civiles, c'est pas des comparatifs avec le Québec. Mais quand on regarde des pays comparables au Québec qui ont acquis leur souveraineté dans les dernières décennies, ils ont très bien fait économiquement alors qu'on leur prédisait la catastrophe. Le fait de décider soi-même avec ses ressources de ce qu'on veut développer chez nous selon nos intérêts, c'est toujours gagnant. Et je dis pas que le Canada prend tout le temps des mauvaises décisions. C'est arrivé qu'ils ont pris la même décision qu'on aurait peut-être prise avec notre argent, nos impôts, notre argent. Mais c'est arrivé aussi bien souvent que ça a été mis dans des choses qu'on n'aurait pas faites. Donc ça nous aide pas du tout. Puis on parle de milliards, de dizaines de milliards de dollars d'impôts. Donc je suis convaincu que si le Québec faisait ses propres choix avec ses propres impôts, il n'y aurait pas grand-chose à perdre là. Puis c'est dur à prouver. Il faut le faire. C'est ça. Mais il y a eu tellement d'occasions dans le passé où le gouvernement fédéral prenait une décision qui avantageait plus une autre partie du pays, puis ça s'appelle la démocratie, en fait, il ne faut pas oublier ça. La majorité au Canada n'est pas au Québec. Donc, quand un gouvernement est élu pour le Canada et qui prend des décisions qui favorisent l'Ontario ou l'Ouest, c'est normal, c'est leur majorité. Ouais. Ils sont là pour ça. Donc, le Québec, tant qu'il est minoritaire, puis il va toujours l'être dans le sein du Canada, il ne peut pas se surprendre qu'une décision économique favorise, par exemple, l'auto en Ontario ou le pétrole en Alberta ou un chantier naval en Colombie-Britannique plutôt qu'à Québec, à Lévis. C'est normal, en fait, que des décisions soient prises qui ne sont pas dans notre intérêt. Tout comme, par exemple, la Banque centrale du Canada. C'est arrivé bien souvent qu'elle prenait des décisions qui étaient bonnes pour la structure économique hors Québec, mais pas tellement pour le Québec. Ce qui est bon pour le pétrole n'est pas toujours bon pour l'aéronautique ou l'intelligence artificielle. C'est pas 2 secteurs économiques pareils du tout. Puis en économie, il y a ce qu'on appelle les zones optimales de devises, de devises uniques. Et le Canada, à mon avis, n'est pas une zone optimale de devises uniques parce que les structures industrielles sont trop différentes. Des fois, il y a un secteur qui aurait besoin que tu baisses les taux d'intérêt, alors que dans une autre province, il faudrait qu'il monte un tout petit peu. Et le fait d'être pris dans une banque centrale dans un pays, ça amène ces compromis-là nécessaires. De faire. Ouais. C'est intéressant la thèse de dire que le contexte économique, c'est peut-être ça qui crée une espèce de renouveau du souverainisme aussi, surtout chez les jeunes, parce que tu sais, les jeunes en ce moment, à moins que je me trompe. 18-35 en plus, hein, c'est pas 18-24, là, c'est 18-35. C'est quand même une grosse. Tu sais, on est là-dedans, nous autres, au fond, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, à moins que je me trompe, les jeunes en ce moment, une des premières générations qui sont moins dans une pire position que leurs parents étaient, là, tu sais. Puis, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis même, on regarde le même sondage, puis là, on voit que les 55 ans et plus, donc. X, mais qui inclut aussi les boomers. Là, on est à 33%, qui était aussi une partie de
population-là, qui étaient ceux qui ont voulu faire l'indépendance. Qui avaient voté oui en 95. Qui avaient voté oui au Qui vont départ. revenir, là, qui vont possiblement, Bercail, revenir, mais là, qu'on puisse s'imaginer qu'ils sont peut-être à un point dans leur vie où ils sont un petit peu plus établis, plus confortables, puis ils se disent, ah ben là, le changement, peut-être pas trop de changement, moi ça va bien mes affaires, tandis que les jeunes qui sont en ce moment dans une position qui ne croient pas qu'ils un jour vont pouvoir avoir accès à la propriété ou qui ne croient pas pouvoir vivre dans un monde où Ils ne économiquement... peuvent pas se permettre d'avoir un enfant. Qui peuvent pas se permettre Économiquement, là, tu sais. Enfant, maison, voiture, c'est rendu assez cher. Oublie ça. Moi, j'ai un enfant demain matin, j'arrive pas là, au bout de l'histoire. Là. Aussi, je dors moins bien. Puis ça, je suis pas prêt à faire ce sacrifice-là. Pour les jeunes, en ce moment, les perspectives d'avenir sont quand même inquiétantes. Là, fait que je peux comprendre peut-être d'espèces de désir de grands changements qui va dire peut-être que ça va être notre bouée de sauvetage. Là, pour certains, ça doit les inciter à vouloir ça. Pour d'autres, ça peut les inciter justement à ne pas vouloir trop de changements aussi. Là. Je pense que c'est une arme à double tranchant, l'incertitude. Mais chose certaine, quand on veut instaurer un grand changement dans une société, ça se fait plus facilement quand les gens ne sont pas satisfaits. Parce que, tu sais, Denis Arcand, un vieux film qu'il a fait, là, Le confort et l'indifférence, là, c'est vrai. Quand on est bien, on n'est pas la bougie d'allumage du changement du système dans lequel on est bien. Ouais. C'est tout à fait normal. Les révolutions se font quand ça va pas C'est ça, bien. quand le monde est tanné. Ouais. Puis d'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu récemment assez intéressant. Moi, les inégalités me dérangent beaucoup. Puis il montrait qu'historiquement, le rabaissement des inégalités est toujours venu par des crises violentes, là, des révolutions ou une peste qui fait en sorte que les terres deviennent plus disponibles et que les riches meurent aussi. Mais j'espère qu'on va pouvoir réduire les inégalités sans une révolution la prochaine fois. Sans avoir tranché la tête à personne. Ben, c'est ça. Des coupures budgétaires, c'est mieux que des coupures cervicales. Mais c'est ça, pourquoi je parlais d'inégalité? Qu'est-ce que tu me disais juste avant? J'ai lu un livre. Oui, c'est ça, mais juste avant, ce qui m'a fait penser à ça, tu disais... Que les quand les gens ne sont pas contents, c'est ça. Quand les gens ne sont pas contents, ça mène plus facilement à des grands changements. Puis on espère que c'est des grands beaux changements. Mais la souveraineté, à mon avis, va se faire le jour où l'information va se rendre à tout le monde, l'information factuelle, pour plus que la peur ait lieu ou pour plus que la peur ait d'emprise sur le discours. Parce que au premier référendum, les peurs, c'était « vous allez perdre vos pensions ». Ce qui était de ridicule consommé, c'est nos impôts qui ont à Ottawa qui nous retournent en pension. Donc ça, c'est complètement ridicule. Dans j'ai même la peur de perdre des rocheuses puis ces affaires-là. Là, il va encore là les rocheuses. Ça va. C'est ça. Il y en avait des pas pires dans les arguments, mais les peurs économiques sont pas fondées. Là. Le Québec a tout ce qu'il faut déjà pour être un pays très prospère. Ça, mais je dirais que même les premiers ministres québécois fédéralistes l'ont admis. Exact. Charest l'a admis. Mais c'est ça, même tous les économistes, je pense que c'était à la suite de la sortie du budget de l'an 1 là, que le PQ a sorti l'année passée, il y a eu un débat d'économistes autour de ça, des économistes fédéralistes qui critiquaient la façon de la méthodologie, après ça. Peu importe le débat autour de ça, ce qui en est sorti, c'est que même les économistes les plus fédéralistes admettait qu'un Québec souverain serait un Québec viable économiquement. Là. Fait que même les plus fédéralistes qui pensent qu'on est mieux dans le Canada économiquement admettent qu'un Québec souverain serait tout à fait viable économiquement. Viable, ça, c'est devenu unanime. C'est savoir est-ce qu'on serait plus prospère, les économistes pensent que oui, d'autres pensent que non. Moi, je ne vois pas comment le Québec pourrait s'en tirer moins bien s'il prenait toutes ses décisions selon ses intérêts avec ses impôts, ses ressources. Je vois juste pas comment ça pourrait se faire. Puis le fait que le Canada pourrait nous bouder, quand tu achètes plus d'un voisin que lui achète de toi, il y a tout intérêt à garder les bonnes relations. Exact, surtout dans le contexte actuel où le voisin du Sud nous fait suer tout le monde. Je pense que le Canada aurait tout avantage à garder les meilleures relations possibles avec le Québec, qui est un immense marché quand même là, pour le Canada. Là. Il y a un de mes amis qui m'a donné l'exemple pour répondre à cet argument-là de le Canada nous bouderait si on se sépare. C'est comme si tu dis moi je suis en relation, puis je suis en relation avec quelqu'un qui me dit « Hey, si tu me quittes, là, je vais battre les enfants. » Puis là, toi, tu te dis « OK, ben je vais rester dans cette relation-là parce que si je quitte... » Mais c'est-tu vraiment quelqu'un avec qui tu veux être en relation? Tu sais, quelqu'un qui agirait de même en devenant une séparation, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu veux être en relation. Fait que tu me dis que le Canada, si on se sépare, ils vont nous bouder puis ils vont nous faire chier. C'est-tu vraiment quelqu'un avec qui tu veux rester de toute façon? Bien, il n'y aurait pas intérêt économique à faire ça. Puis le portefeuille, il parle très vite à un moment donné. Donc, je pense que l'intérêt économique du Canada, ce serait d'avoir une excellente relation avec le Québec. Et tu sais, l'Europe, tout le monde parle souvent de l'Europe. Pourquoi le Québec veut se séparer si l'Europe s'unit? L'Europe, c'est un ensemble de pays souverains
qui ont des accords économiques. Exact. La France siège encore à l'ONU, puis l'Angleterre aussi, le Royaume-Uni. Donc, c'est pas des pays qui ont abandonné leur souveraineté. C'est jamais arrivé, ça. Dans l'histoire de l'humanité, d'ailleurs, tous les pays qui sont devenus souverains, au début de la fondation de l'ONU, là, il y avait une 50aine de pays. On est rendu à 194, là. Donc, le sens de l'histoire va dans de plus en plus de pays et non de moins en moins. Mm-hmm. Et il n'y en a aucun de ces pays-là nouvellement souverains qui a regretté puis qui a voulu revenir en arrière puis redevenir une province, un canton ou une région d'un autre pays. Ça n'existe pas, ça. Puis ceux qui disent que la crise actuelle face aux États-Unis nous incite à rester au Canada, là, c'est des arguments factuels que je donne là. J'ai pas vu beaucoup de pays dans le monde, suite à l'élection de Trump, qui se sont dit on va devenir la province du voisin pour mieux affronter les tarifs. Tous ceux qui ont leur souveraineté s'en servent pour négocier selon leurs intérêts. Ouais. Puis la situation actuelle du Québec, c'est que on envoie nos intérêts à Ottawa, qui fait le jeu des intérêts de toutes les provinces, qui fait des compromis, puis qui ensuite a un discours face à Ottawa. Donc, on est quand même subordonné là-dedans à quelqu'un qui parle en notre nom, qui est Ottawa. Mais il faut aussi qu'Ottawa pense à l'Ontario, à l'Alberta, à la Colombie-Britannique, aux Maritimes. Donc, ils en prennent puis ils en laissent de ce que tout le monde veut, puis ensuite, ils se font un discours face aux États-Unis. Alors que si le Québec négociait lui-même avec Washington, il préserverait ce qu'il veut garder, puis il offrirait ce qu'il veut peut-être mettre dans la balance de négociation. Dans ce moment, c'est pas nous qui négocions face aux États-Unis. C'est un porte-parole qui prend nos idées puis qui en fait ce qu'il en veut ensuite. Ouais. Puis je dis pas que le Canada va tout le temps dans le sens contraire du Québec, c'est pas ça que je dis. Mais parfois, ça arrive qu'on ferait des choses différemment. Puis à mon sens, à moi, c'est tout à fait logique de penser que ce serait dans notre intérêt de toujours aller dans notre intérêt, justement. Ouais. Donc, tu sais, le Canada, c'est une chance aussi de faire partie d'un pays qui est relativement pacifique, etc. Mais il n'y a rien de mieux que de décider par soi-même de ce qu'on veut devenir, à mon avis. Là. Ça ne changera jamais. Là. Tu dis pour faire la souveraineté, il faut que la bonne information se rende jusqu'aux gens. Moi, je pense que c'est pour ça que ça prend le plus possible de Jean-Martin Hossan dans les médias québécois. Parce que moi, à mon avis, tu es un des plus convaincants. Ah, mais je suis un gauchiste de Montréal. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est parce que tu parles le langage de l'économie. T'sais. Puis pour bien du monde, évidemment les arguments de cœur, de culture, de langue sont super importants, même les principaux. Mais pour beaucoup de gens, l'économie, ça reste... Ouais. Ça va-tu affecter mon portefeuille ou non? Puis stratégiquement parlant aussi... Ça reste ça leur peur. Fait que il n'y a pas beaucoup de monde qui sont fédéralistes pour la culture. Non, mais c'est ça, stratégiquement parlant, exactement ce que j'allais dire, c'est que les gens qui sont attachés à la culture, à la langue, à l'identité, ils votent déjà oui. C'est ça, exact. Donc, il faut aller convaincre les homo economicus, comme je les appelais, ceux qui... Les homo economicus. Oui, c'est un terme qui existe pour vrai, mais qu'on n'entend pas beaucoup. On n'entend pas ça beaucoup, effectivement. Mais les homo economicus, eux autres, ils se demandent, ça va-tu me coûter cher ou ça va-tu me rapporter quelque chose? Ouais. C'est eux autres qu'il faut convaincre. Mm-hmm. Puis je dis pas qu'au lendemain de la souveraineté, tout le monde va être millionnaire au Québec, mais... À mon sens, une nation qui prend ses choix avec ses ressources peut juste être gagnante par rapport à la situation où tu es subordonné à un voisin qui est peut-être bien gentil. Mais la formule que j'aime bien, c'est que c'est futile de tenter d'améliorer les aptitudes d'un autre peuple à gérer ton destin. Essayer d'aider le Canada à bien nous gérer, je trouve que c'est pas un bon deal. On est tous bien de gérer nous-mêmes puis d'être les meilleurs voisins possibles avec le Canada, qui serait un bon voisin. Là, ça m'étonnerait que le Canada vire Trump puis commence à nous faire la même chose une fois souverain. Là. Mais je vais te lancer des fleurs parce que moi, à l'époque, en 2012, à l'époque d'Option nationale, j'étais à l'université, il y avait la crise étudiante puis tout ça, puis c'est beaucoup à travers Option nationale puis à travers les vidéos de toi que j'ai vues qui a vraiment forgé ma position souverainiste, là, tu sais. Puis à l'époque, j'étais peut-être à tendance souverainisme, un peu agnostique sur la question, là, tu sais. Puis c'est en entendant des gens comme toi, mais principalement toi, que j'ai été convaincu, tu sais. Fait que je pense que t'es une voix importante dans ce camp-là. Puis quand tu vois, toi, en ce moment, les sondages, puis là, tu vas te faire poser la question souvent, mais quand tu vois, justement, le PQ à la tête des sondages, la souveraineté qui reprend du galon,
ça te donne pas envie de revenir plus dans l'air public ou en politique? En politique, non. Non. Je reviendrai pas en politique élective. Là. Parce que tu pourrais faire une bonne différence, à mon avis. Ben, je pense que c'est pas un secret que je suis souverainiste. Là. Je pense que ça, c'est assez clair, mais refaire de la politique, ça, c'est non. C'est pas une option pour moi. J'en ai fait quand même pendant 6 ans à temps plein. Ouais. Puis, il y a eu des beaux côtés et des moins bons côtés à la politique, mais je pense que ce qui m'importe beaucoup, c'est que les arguments soient factuels et clairs des deux côtés. Là. Les mensonges puis la peur, ça ressemble trop à un voisin en bas que je veux pas qu'on imite. Ouais. Puis moi, j'ai encore confiance que s'il y a un débat référendaire qui se fait, puis que les arguments sont clairs, puis qu'on contrôle la peur, justement, à mon avis, le oui pourrait passer. Ouais. Puis quand on regarde les résultats des 2 campagnes référendaires qu'on a eues au Québec, là, quand la campagne commence, c'est quelqu'un qui monte. Le oui. C'est tout le temps le oui qui prend du galon dans une campagne Qui référendaire. commençait dans les 30 quelques % aussi. Ben oui, puis la deuxième fois peut-être un petit peu plus élevé, mais c'est tout le temps le oui qui gagne du terrain quand les arguments sont entendus. Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est informer les gens parce qu'il y a encore... C'est normal que les ménages puis les gens n'aient pas le temps de lire un livre d'économie ou de sciences politiques ou de relations internationales pour se faire leur... Ben c'est ça, ils sont occupés, tout le monde a une vie de fou. Donc, ça prend un débat qui amène qui bombarde les arguments des deux bords. Puis quand ça a lieu, c'est le oui qui monte. Donc, je me dis, quelque part, il y a quelque chose de naturel à ce qu'on veuille être maître chez nous. Là. Ouais. C'est pas... Puis un scénario où est-ce qu'on est dans la campagne référendaire, est-ce que on peut imaginer un Jean-Martin Hossan au front qui va dans les médias, qui fait des vidéos, qui ceinture fléchée et drapeau à la main. À crier, on est peut-être quelque chose comme un grand... Vive la musique québécoise! C'est ça. Le discours d'Antoine Bertrand était très bien. C'était incroyable. J'avais des frissons, c'était très, très, très beau. Ouais. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que tu militerais si on était en campagne? C'est pas un secret que je suis en faveur de la souveraineté. Donc, si ça peut se faire, je vais être très heureux, mais ce sera pas comme candidat ou comme député ou comme quoi que ce soit d'électif ou de partisan. La politique partisane, moi, je pense que commentateur dans les médias, en tant que juste personnalité publique. Parler de souveraineté comme on fait là, ça me fait bien plaisir. C'est ça, ça me fait plaisir. Puis c'est tout le temps factuel. C'est pas partisan. Ouais. Évidemment, il y a certains partis qui poussent plus l'idée que d'autres. Ouais. Mais la politique partisane, moi, je pense que j'ai fini avec ça. Mais les faits et les politiques publiques, ça m'intéresse encore. Ça t'a-tu déçu, la politique partisane? Ça m'a beaucoup plu dans la capacité d'avoir une tribune qui répercute tes idées puis tes messages, justement, pour défaire les peurs et les... Ouais. Moi, ce que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était de déboulonner les mythes fédéralistes. Là. Mm-hmm. Puis dans toutes les conférences que je faisais, je demandais à tout le monde d'amener un fédéraliste pour qu'il puisse poser des questions. Ah oui, pour débattre. Là. Oui, parce qu'à chaque fois que quelqu'un lève un flag en bon français sur les dangers de la souveraineté, ça se démonte en 2 secondes. Mm-hmm. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Là. Oui, mais tu as quand même les arguments pour le faire. Ben, c'est parce que c'est factuel, à mon avis. Ouais. Quand on fait des comparaisons internationales ou qu'on prend certaines règles économiques de base et tout ça, ça marche pas, la peur contre la souveraineté. Tu sais, puis regarde, le Canada est un bon exemple. Le Canada est beaucoup plus près culturellement des États-Unis que le Québec par rapport au reste du Canada. Ah oui. Mm-hmm. Ils sont très proches, en fait. Mais dès que Trump a commencé à dire 51e État, tu as vu la levée de bouclier. Hey, wow! Ouais. On est souverain, on est chez nous. Donc, la souveraineté, c'est riche, c'est très précieux pour tous les peuples. Ceux qui l'ont, ils veulent la garder, puis ceux qui ne l'ont pas, ils devraient vouloir l'acquérir. C'est normal. C'est comme une personne. C'est comme un individu, mais peut-être illustré sur le collectif. Ouais. C'est normal de vouloir prendre ses propres décisions selon ses propres intérêts, dans le respect du voisin, mais c'est toi qui décides de ce qui se passe chez vous, dans ta maison. Ça me semble tout à fait normal. Mm-hmm. Merci infiniment. Grand plaisir. Sur cette belle note. On va définitivement te réinviter. Jamais 304. Quatrième, jamais, comme on dit, jamais 304. La mise à jour économique avec Jean-Martin Hossan, avec la parenthèse souverainiste. C'est ça, toujours le segment souverainiste. Ça me fera plaisir de revenir. Excellent, merci beaucoup. Salut. Salut.